Bienvenue à tous. J'ai un peu de retard. J'ai un peu de retard ce soir. Tac, tac, tac. Salut Audrey. Bienvenue à tous. J'attends qu'il y ait un peu de monde qui se connecte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, c'est l'immobilier. Donc bienvenue à tous. Je suis en train d'essayer de vous envoyer le guide, mais je galère un peu. Je vous avais promis de... Il est terminé. Il y a 78 pages de contenu. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà reçu dans leur boîte mail. J'espère. D'après ce que le logiciel me dit, il y a 84 emails qui ont été envoyés maintenant. Salut Nina, bienvenue à tous. Merci d'être présent. Merci pour les likes, n'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui aime bien l'immobilier et qui a envie d'en discuter ce soir. Salut Madame K. Salut Lilith. Merci d'être toujours présent avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Ouais Guillaume, j'étais dans la course toute la journée aujourd'hui et je suis en train de galérer à envoyer le guide à tout le monde. Depuis avant, je suis dessus, non-stop. Et je voulais encore... je t'expliquerai ce que j'ai fait, mais j'ai encore mis 2-3 petites pages en plus. Chrysalide, en fait, il faut que tu ailles sur ma bio TikTok. Il y a un lien. Salut Zégofin. Il y a un lien. eductefinance.fr/guide. Et normalement, tu devrais le recevoir. Je sais pas si tu es déjà inscrit ou pas, mais tente de voir le coup. J'ai mis la campagne en route. Donc normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est assez technique Guillaume, c'est la merde. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, pour les nouveaux contacts qui vont s'ajouter, ça va être envoyé automatiquement. Mais pour tous ceux qui se sont déjà inscrits, j'ai dû faire un autre email que je vais devoir envoyer manuellement, qui a été envoyé, mais pas en entièreté sur toute la liste, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que le logiciel fait un test pour voir si c'est pas du scam ou un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis aussi un peu en retard. Donc, n'hésitez pas à tenter le coup si vous n'êtes pas encore inscrit. Et normalement, moi, je peux avoir un retour direct. C'est le lien qui est dans ma bio. En tout cas, on va parler d'immobilier ce soir avec Zégofin, quelqu'un qui investit déjà depuis de nombreuses années, qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Et on va pouvoir aborder tous les sujets qui vous passent par la tête. Donc j'espère que vous avez noté un max de questions. Et j'ai toujours ce bug avec les écouteurs, donc je vais anticiper le coup. Parce que sinon ça va être la cata de nouveau là. Ah ok, ça marche. Souhaite les bon anniversaire de ma part, Guillaume. Et bon resto du coup. Et désolé pour les WhatsApp, mais dès que j'ai un moment là, je te réponds. Tac. Non, on va le faire. Tac. Non, on va le faire. Ouais, Audrey, tu peux quitter. Non, je rigole. Par contre, là, mon truc bug. Tac, tac, tac. Hop. Tac, tac, tac. Hop.
Ok. Tac. Karim, on va parler d'immobilier là. Peut-être plus tard, on va aborder le sujet de la bourse. Mais si tu as des questions par rapport à l'immobilier, c'est avec plaisir. Zégophin, je vais t'envoyer une invitation. On va voir si ça fonctionne. Non, tu viens juste de bien arriver, User 31. Vous êtes juste bien tombé, on vient de démarrer. Il y a eu quelques soucis techniques par rapport au guide, mais ça va. Salut Zégophin. Salut Florian. C'est Ça les va bien? aléas du direct, comme on dit à la télé, c'est ça? Ouais, ouais, bah bon, après le guide, je voulais encore ajouter deux, trois trucs. Je voulais encore te le faire lire, mais je voulais pas faire patienter plus les abonnés. Ouais, ouais, ouais. Donc Bon, je l'ai envoyé direct. un œil éventuellement, mais bon, après tu sais ce que tu fais, hein, de toute manière. Ouais, je suis en train de voir en même temps là si tout a l'air de fonctionner ou pas. Ouais. Bon, on verra. On verra. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'immobilier? Éventuellement, ce que je peux proposer, je sais pas si tu as envie de dire ton prénom en public ou tu veux rester sous le pseudo de Zégophin. Non, on peut m'appeler Eric, ça me gêne pas. Ça marche. Donc éventuellement, si tu veux te présenter, Eric, à tous ceux qui sont avec nous, on est une dizaine de personnes pour le moment, Hmm. pour un peu faire un genre d'introduction. Oui, d'accord, oui. Bah, dans les grandes lignes, je suis investisseur immobilier depuis 26 ans, 27 ans, un peu plus. Bah, je parle des investissements locatifs, puisque j'avais acheté déjà des biens à titre personnel, des résidences principales, bien avant, il y a une trentaine d'années. Et puis, donc du coup, j'ai un petit peu d'expérience. Voilà. Super. Sinon, je suis un peu plus pointu sur tout ce qui est financier et juridique et fiscal, mais sinon, l'immobilier, c'est très personnel, on va dire. Ouais, C'est effectivement. ça tient plus du hobby qu'autre chose, presque. Après, Ouais, ça me nourrit quand même, hein. ouais, c'est sûr. Et Donc après, en voilà. général, ça devient vite une passion quand on y prend goût. Oui, ça devient une passion parce que c'est constructif, c'est-à-dire que l'on crée quelque chose. On fait quelque chose qui évolue, qui est évolutif, et c'est satisfaisant de voir des choses concrètes se faire. Ouais, clairement. Tu es dans le nord. Perso, non. Toi non plus, Eric, je pense. Non T'es plus. près de Paris, Ça hein. dépend. S'il est à Marseille, le nord, c'est à partir de Lyon. Donc, Ok, on est une trentaine de personnes. Là, il y a des gens qui nous rejoignent tout doucement. ouais. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions. Alors, il y a Chrysalide là qui nous dit: j'aimerais acheter en Côte d'Ivoire. Bon plan, point d'interrogation. Ah ouais, Alors, j'en ai aucune idée. Ce qu'il faut comprendre sur l'immobilier en règle générale, c'est que ce sont des micro-marchés. Et donc, en général, quand on a un connaisseur en immobilier, je parle du marché en lui-même, je ne parle pas des techniques, ni de la fiscalité, ni de toutes ces choses-là qui sont universelles, du moins pour le droit français. Mais chaque micro-marché nécessite, je dirais, de bien connaître le terrain. Et donc, la question, il faut la poser à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, pas à nous. Je salut précise d'ailleurs Isma. que pour les achats à l'étranger, tu ne trouveras vraisemblablement jamais une banque en France qui te financera l'achat d'un bien immobilier à l'étranger, quel que soit le pays. Il faut emprunter dans le pays dans lequel tu investis. La raison, pour ceux qui se poseraient la question, elle est toute simple, c'est que les banques, si jamais tu ne payes pas, il y a une garantie qui est prise, qui peut être une hypothèque ou une inscription privilège de prêteur de deniers ou une caution, mais en tout cas, si jamais il y a un défaut dans les règlements, la banque, elle peut saisir ton bien immobilier. Et autant une banque est en mesure de saisir un bien immobilier dans le pays où elle a prêté, autant aller saisir un bien à l'étranger, c'est quasiment impossible. Là, j'ai encore vu une question de Moa pour une RP en Île-de-France. Quatre chemins côté Pantin. Avis.
Pantin, oui. Alors Pantin, c'est une banlieue, donc c'est pareil, c'est la banlieue est de Paris. C'est une banlieue qui est un peu, disons, il peut y avoir de l'ambiance par endroits, donc c'est pareil. Là, c'est des micro-quartiers. Il y a des quartiers tranquilles, il y a des quartiers qui le sont moins. Absolument, je dirais, se référer à quelqu'un qui connaît vraiment le secteur. C'est impératif. Ouais, ou même soi-même aller guetter dans les environs, regarder ce qui se passe Oui, oui, ça peut donner un ordre de grandeur, mais je dirais que la connaissance du marché, c'est vraiment quelqu'un du cru qui peut. Faut vraiment ouais, vivre dedans pour savoir, quoi. ouais, Tu peux pas pointer en touriste à différents créneaux horaires. Tu peux voir des choses éventuellement, bien sûr, ou te confirmer certaines choses, mais la nature même du marché, il y a que quelqu'un qui vit sur place ou qui travaille sur place qui saura te le dire. effectivement. Conseil-tu les SCPI? Oui, sous certaines conditions, bien entendu. Alors, il y a différents types de SCPI, bien entendu, mais les SCPI présentent l'avantage d'être vraiment quelque chose de très tranquille. Tu t'occupes de rien. C'est d'un excellent rapport, puisqu'en général, les SCPI ont un rapport qui est plutôt aux alentours de 5%. Ça sera peut-être même un peu plus dans les années à venir. Euh, il y a des précautions à prendre avant de sélectionner une SCPI, des petites précautions comme le RAN, c'est-à-dire le report à nouveau, qui se trouve dans le bilan. Il y a différents critères autres comme la valeur de reconstruction, c'est-à-dire qu'il faut acheter des parts à des prix qui sont inférieurs à leur valeur de reconstruction. Ça veut dire que si l'immeuble est rasé, ça coûtera moins cher, enfin disons que le prix des parts vaut moins cher que la valeur réelle des biens. Donc il y a toujours une petite plus-value latente et ça permet de consolider un petit peu l'investissement. Donc les SCPI, c'est extrêmement intéressant, c'est très pérenne, même si elles ont eu quelques petites secousses ces derniers temps, on pourrait en débattre assez longuement. Les SCPI ont aussi un autre avantage, c'est que c'est l'un des placements les plus transparents sur le marché. Tout est disponible, tout est limpide, tout est public. Et ils ont obligation de tenir ça public, justement. Obligation, oui. Et qui va être renforcé suite au déboire qu'il y a eu cette année, enfin l'année dernière. Ouais. J'ai demandé Mais pour le Nord car tu as un sosie. Pardon, je t'ai coupé. Je disais, on va apprendre à analyser un petit peu sur les SCPI, donc ça serait trop long de développer ici, mais c'est vrai que le premier critère à prendre en compte, c'est on pourrait appeler le taux de remplissage, c'est-à-dire le nombre ça s'exprime en pourcentage. Si une SCPI est remplie à 97%, 98%, c'est bien. Si elle est remplie à 72%, ça va nettement moins bien. Ça veut dire qu'il y a des locaux qui sont vacants. Voilà. Et il faut faire attention à ça. C'est normal qu'une SCPI ne soit pas investie à 100%. C'est toujours des immeubles qui sont soit en cours de livraison, soit des immeubles qui vont bientôt être vendus. On les a vidés de leurs locataires pour les vendre, ou tout simplement parce qu'il y a des travaux. Et puis sur la masse, sur l'ensemble des locataires, il y a toujours un qui est barré en attendant qu'un autre arrive. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui soient vacantes par moment. Ouais. Avec 80 000 euros, vous me conseillez de créer mon business ou d'investir dans l'immobilier? Avec 80 000 euros, tu fais très exactement ce que tu sais faire maintenant. Et ce sont des choses qui sont diamétralement opposées. Créer un business, tu vas créer ton entreprise, tu vas créer ton job, tu crées ton emploi. Investir dans l'immobilier, c'est nettement plus passif, en tout cas, c'est considéré comme étant un revenu passif, même si c'est un peu sportif de s'en occuper, parce que c'est pas du tout passif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais ce sont des choses qui sont radicalement différentes. C'est comme si tu demandais de choisir entre un vélo moteur et un 38 tonnes, quoi. C'est des choses qui sont très différentes, pas comparables. Je sais pas si on a zappé des questions. Je suis en train de voir. Démarché, je suis en PLS. Eh ben, c'est pas grave, respire un bon coup, ça passera. C'est la panique en ce moment. C'est intenable pour Trump, hein. Il sera obligé de faire marche arrière de toute manière. Donc, Salut Joe Blond. Oui, salut à tous ceux qui rentrent. Ouais, il y en a quelques-uns qui arrivent là. Tac. Je suis en train de voir un truc. N'hésitez pas à mettre des likes les amis, à partager à vos amis qui aiment bien l'immobilier. Ce soir c'est un live spécial immobilier, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre. Donc allez-y, lâchez-vous.
Salut taille d'ange. Oui, salut taille d'ange. Qui est rentier dans le live? C'est une bonne question. Je pourrais me considérer comme l'étant, mais j'ai encore une activité professionnelle, mais dans l'absolu, je pourrais effectivement vivre que de mes loyers. Mais je bosse encore. Succession et IMO. C'est-à-dire, développe un peu. Oui, c'est quoi? Le sujet est vaste, hein, succession et Ouais. IMO. Bonsoir, connaissez-vous des banques qui font du nantissement d'assurance vie? Salut Source Live. Ils font toutes du nantissement d'assurance vie ou du nantissement d'autre chose d'ailleurs. Il y a juste peut-être un petit bémol, c'est que souvent elles préfèrent nantir leurs propres produits. Donc j'ai déjà vu des cas, moi, où notamment pour des prêts in fine, parce que c'est souvent sur les prêts in fine qu'on demande des nantissements, où les banques réclamaient, ce qui est assez ahurissant, parce que les banques elles sont censées travailler dans l'intérêt du client. Les banques réclamaient qu'un client rachète son contrat qui était dans la banque A pour venir dans sa banque là pour pouvoir nantir un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire annuler une antériorité fiscale existante pour, enfin c'était dégueulasse quoi. Mais c'est du chantage. Donc il faut taper du poing sur la table et dire non monsieur le banquier, je ne changerai pas de banque, mais si vous voulez que j'aille emprunter ailleurs, je peux le faire. Sur les réseaux sociaux... attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Bonjour de la Nouvelle-Calédonie, salut. 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 Bon, ça va? T'as pas de beau temps à Nouméa? Lance-Vata? Milo Bros. Le phare Amédée, tiens, voilà, très gros souvenir, le phare Amédée. Alors donc, on en était où? Sur les réseaux sociaux, ça parle de la taxation lors de la succession, faire une SCPI avant. Aucun rapport. Alors, une sur SCI, je pense qu'il voulait dire. Oui, alors sur les réseaux sociaux, on peut toujours parler de taxation sur les successions. Pour le moment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les règles en matière de succession ne sont pas changées. Quant à faire, je suppose, une SCI avant, il ne faut pas s'imaginer que la SCI permette de se soustraire aux droits de succession. Hein, absolument pas. Hein. Il y a deux types de SCI. Il y a les SCI qui sont fiscalement transparentes, c'est-à-dire une SCI qui, je dirais, n'est pas reconnue par l'administration fiscale en tant que personne morale, en tant que contribuable plutôt. Et donc, chaque associé est imposé individuellement au prorata de ce qu'il détient dans la SCI. Et donc là, en matière de succession, que tu sois en SCI ou que tu détiennes tes biens immobiliers en direct, ça ne change rigoureusement rien. Après, il y a les SCI que tu vas faire à l'IS, qui, elle, a une personnalité fiscale, où elle paye son impôt, elle paye sa plus-value, etc. Mais là encore, en matière de succession, ça ne change rien du tout. À part peut-être certains types d'abattements sur les valeurs IFI ou des choses comme ça, mais ça ne change rien du tout. Par contre, ce que ça peut changer d'être en SCI pour organiser une succession, c'est de permettre un partage équitable entre les héritiers. C'est-à-dire, si tu as plusieurs enfants, il y a beaucoup de gens qui vont avoir 2 ou 3 enfants, ils vont acheter 2 ou 3 appartements, de manière à ce que chaque enfant ait un appartement. Et ça, c'est une grosse erreur, parce qu'il y aura un gros déséquilibre, parce que au bout de 10, 15, 20 ans, les 3 appartements n'auront pas du tout la même valeur, même s'ils ont été achetés au même prix 20 ans avant. Ils n'auront pas la même valeur parce qu'ils peuvent être exposés différemment, pas au même étage, ou plus ou moins bien entretenus par les locataires qui étaient dedans. Et donc, il y a un déséquilibre entre les héritiers. Donc, l'idéal, c'est de mettre les 3 appartements en question dans une SCI, et chacun des enfants reçoit un tiers des parts de la SCI, et là, c'est équitable. Par quoi commencer pour devenir rentier? Travail. Travail et investi. Écoute bien ce que dit Flo, parce que quand il dit qu'il faut constituer une épargne de précaution, etc., il faut diviser aussi ses ressources, l'utilisation de ses ressources en 3 pôles principaux. Il y en a un, c'est pour bouffer, se loger, un autre, c'est pour les loisirs, et puis un troisième, c'est pour épargner. Essaye d'avoir le troisième qui soit consistant et qui soit pas une menu monnaie. Il n'y a rien de plus triste que de voir les banques qui font des pubs pour des placements à partir de 5 € par mois, quoi. C'est une connerie, ça. Si tu veux faire de l'épargne, il faut faire de l'épargne. Ouais, c'est ça. Et
Des fois, pourquoi pas faire quelques sacrifices sur le côté plaisir pour faire plus d'épargne dans un premier temps et ensuite profiter plus. 4h26 à Nouméa, bien. T'es où? T'es à Bravo. Nouméa même? Oui, Nouméa, je sais pas, je pense pas que tu sois à Point-Dimier quand même. Achat de biens immobiliers aux enchères, est-ce intéressant? Alors moi, je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas trop dire, mais je pense que toi, tu as Alors, j'ai peut-être pas plus fait non plus. d'expérience. Alors, j'ai Non pas plus? fait non Ok. plus, mais j'ai des copains qui l'ont fait. Alors, c'est sportif. C'est Hmm. sportif. Bon, déjà, faut avoir les reins solides. Tu peux pas te dédire. Faut savoir ce que tu achètes. Ce qui se passe souvent, c'est que dans les ventes aux enchères, souvent, les mecs, ils sont plus ou moins de connivence. C'est-à-dire qu'il y a personne qui a intérêt à ce que le prix soit adjugé à un prix pas raisonnable. Donc tout le monde s'arrête à temps. Et en fait, il y a des histoires, sauf les mecs qui se tirent dans les pattes, mais souvent il y a des petites histoires de politesse entre professionnels et tout particulièrement en général des marchands de biens qui vont en fait, je dirais, se mettre d'accord au préalable en disant voilà cette baraque-là, je tiens vraiment à l'avoir. Foutez-moi la paix. Et donc on va faire des petites enchères et puis bah, les mecs ils vont, je dirais, laisser celui qui avait choisi, ils vont le laisser prendre le dessus et gagner. C'est assez classique. Et après ils s'échangent les politesses. La fois d'après c'est un autre et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu biaisé par moment. Alors je dis pas que c'est une généralité, hein, mais je dis que ça arrive. Merci Aymin pour ton retour. Il a dit franchement très qualitatif ce live. Merci. Salut Satoshi. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on en veut encore comme question? Quel est le meilleur placement en épargne? Bon, ce soir, c'est plus l'immobilier, mais en fait, ce qu'il faut retenir en matière d'épargne, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus de mauvais placements. Les lois sont devenues extrêmement draconiennes sur tout ce qui est financier, que ce soit bancaire ou assurantiel. Tout est devenu très pointu. Les règles et les règlements sont très pointus. Donc évidemment, il faut éviter les trucs exotiques qui viennent, qui sont basés à Dubaï ou je sais pas où. Mais à partir du moment où tu sers des produits qui sont agréés AMF, qui sont agréés en France, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de mauvais placements. Par contre, il y a de mauvaises adéquations entre ton besoin et le placement que tu fais. On est un petit peu comme si tu veux acheter un véhicule, par exemple, si tu es une famille avec 4 gosses et que tu achètes une Porsche, tu vas te faire plaisir tout seul, mais les 4 gosses, tu les laisseras sur le trottoir. A contrario, tu prends un gros monospace avec 7 sièges et tu es célibataire sans gamin, c'est pas adapté, quoi. Et donc les placements, c'est la même chose. Tous les placements ont une utilité, tous les placements sont intéressants, mais tous les placements ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Donc il n'y a pas de meilleur placement. Il y en a un qui est meilleur pour toi, et ce ne sera pas le même que celui de ton voisin. Et j'aurais même tendance à dire qu'il n'y a pas forcément de mauvais investissements, il n'y a que des mauvais investisseurs. Au final, Oui, non, c'est plutôt qu'il y a des mauvais, enfin, c'est qu'il y a des placements qui sont mis entre les pattes de gens qui avaient besoin d'autre chose. C'est surtout ça. ouais, C'est là qu'il y a des déconvenus. des mauvais conseils. Et c'est là que ça merdouille, quoi. Ouais. L'achat de pierre brute t'empêche de dépenser et tu dois travailler la pierre avant de la revendre. Beaucoup d'étapes avant de récupérer les liquidités. Alors, dans l'immobilier, il faut faire attention à deux choses qui peuvent être bien distinctes. À la base, l'immobilier, c'est pas fait pour faire de la spéculation. L'immobilier, tu l'achètes, ton locataire t'aide à le financer en très grande partie. Une fois que c'est fini de payer, tu bouffes dessus, c'est-à-dire que tu te sers des loyers comme étant un complément de revenu. Acheter de l'immobilier, c'est acheter du revenu futur ou du revenu immédiat si tu payes cash, ce qui n'est pas forcément très malin. Et donc l'immobilier, ça s'achète, ça se consomme et ça se transmet. Tu transmets à tes enfants. L'idée d'acheter de l'immobilier dans le but de faire de la plus-value et de le revendre plus ou moins rapidement, c'est de la spéculation. Ça n'a rien à voir avec l'investissement immobilier. À ce moment-là, il faut que tu te mettes avec le statut de marchand de biens, tu vas bien plus rigoler. Mais si tu achètes dès le départ dans l'esprit de revendre, à mon avis, tu fais une petite erreur. C'est pas la base de l'immobilier. C'est pas mais après, t'es pas. Tu peux très bien avoir une opportunité, je dirais, d'acheter un truc à un bon prix et puis après d'avoir la possibilité de le revendre en faisant une grosse plus-value.
rapidement, auquel cas tu transformes ta plus-value en te disant bah, ma plus-value correspond à 8 ans, 10 ans, 15 ans de loyer que je capte tout de suite, bah, je les prends. Voilà, ça c'est un raisonnement qui tient la route, mais dans ce cas-là, tu réinvestis immédiatement derrière. Mais investir dans l'immobilier dans le but de faire des liquidités, c'est un petit peu antinomique. Il y a la bourse qui est bien plus adaptée pour ça. C'est quoi de mieux de mettre en location T2, T3 T2, j'aime bien. T2, j'aime bien. Studio, il y a un peu trop de turnover. Les gens restent pas. Tu passes pas ta vie dans un studio. T2, c'est stable. T3, à partir de là, tu peux statistiquement tomber sur une famille. C'est un couple avec enfants. Et en cas d'impayé, c'est beaucoup plus dur d'obtenir gain de cause. C'est beaucoup plus dur de les virer, entre guillemets. Et donc, effectivement, il y en a qui le savent et qui peuvent abuser de la situation en disant, voilà, on paye pas le loyer cet hiver, hein, comme ça, pendant la trêve hivernale. On nous foutra pas dehors parce qu'on a un gamin et puis et ça marche. Voilà. Donc T2 c'est bien, T3 c'est la bonne limite, mais au-dessus tu es forcément sur des familles. Bonjour, après, ce que j'ai remarqué aussi par rapport aux plus grands appartements, c'est que tout de suite, si les locataires en prennent pas soin, c'est qu'ils vont le détruire. Oui. Enfin, moi, j'ai eu le cas, hein. Et après, tu dois rénover une beaucoup plus grosse surface et ça demande plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts. Et c'est vrai que le T2, et après, un locataire qui te bousille un studio, bah, avec 2-3 billets de 1000, tu t'en sors. Quand tu commences à taquiner 100 mètres carrés à refaire, là, ça coûte un bras et c'est dissuasif. C'est ça, c'est ça. Bonjour, à 27 ans, que conseillez-vous? Bah, tu bosses et t'épargnes. Là, il y a pas, c'est pas une question à laquelle on peut répondre. Ah, tu parlais de pierres précieuses. Ah, bah c'est Satoshi, je t'avais pas reconnu, camarade. Tu parlais de pierres précieuses. Oui, il y a eu une mode avec les pierres précieuses. Les gemmes, oui, avec les diamants, les rubis, les émeraudes, les saphirs, tout particulièrement les diamants, leurs diamants d'investissement, donc des flawless, des VSS, enfin voilà, des. Ouais. C'est un peu passé de mode. Alors, si la banque nous suit plus parce qu'endetté 35%, comment je fais pour investir en location? Bah, tu fais pas. Tu fais pas. Alors, il y a des petites parades. Alors, après, être, je dirais, au plafond du taux d'endettement de 35%, alors c'est 33 ou 35, ça dépend un petit peu des banques, c'est pas forcément éliminatoire si tu as un gros revenu parce que la banque, elle va tenir compte du reste à vivre. Voilà. Maintenant, si tu as un revenu standard, comme l'essentiel des Français, effectivement, le ratio d'endettement sera respecté parce que le HS, je sais plus quoi, là, le haut machin des banques flique vraiment le sujet pour éviter qu'il y ait des surendettements. Donc, il y a une époque, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais il y a une époque où le fait de passer à travers une SCI, parce que c'est la SCI qui emprunte, permettait de calmer un petit peu le jeu, mais aujourd'hui c'est plus tout à fait vrai, voire plus du tout. Voilà. Donc si tu es au taquet de l'endettement, il faut peut-être essayer de réorganiser ta dette. Ou alors éventuellement s'associer avec quelqu'un qui a des gros revenus, non? T'en penses quoi? Alors ça peut éventuellement, oui, avec des parents qui vont se porter caution, c'est des choses qui peuvent se faire. Ouais. Donc effectivement, la caution ne permet pas de couvrir les travaux à partir du T3. Je ne sais pas ce que tu entends par la caution. La caution, c'est une personne. Hein. La caution, c'est les personnes qui portent le garant. Hein. Ce que tu entends par caution, c'est ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Effectivement, le dépôt de garantie, c'est un mois de loyer hors charge. Donc, bon, bah, évidemment, tu vas pas loin avec ça. Il n'en demeure pas moins que si ton locataire a fait des dégradations et que tu les constates dans l'état des lieux de sortie, il reste redevable. Après, c'est une procédure. J'en ai une en route, moi d'ailleurs, à ce sujet. Mais le locataire est redevable. Après, évidemment, c'est une bagarre qui peut aller loin et qui peut être juridique et aller au tribunal. Pour épargner, c'est, pour interrogation, mettre de côté et laisser l'argent sur un compte. Bah, Mika, oui, tu peux mettre de l'argent sur un compte et le laisser traîner, mais après, tu peux aussi te retrousser les manches, t'éduquer un petit peu, t'écoutes bien ce que dit Flo, et puis tu vas faire un petit peu d'investissement sur des ETF ou sur des choses comme ça, et puis ça va pas traîner longtemps sur un compte, ça va grossir.
Ouais, et après, il y a une distinction importante à faire entre l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est vraiment de l'argent qui doit rester liquide, qui va rester sur un livret A, sur un compte qui n'a pas trop forcément de rémunération. Mais ça, c'est pas grave. En fait, le but du fonds de sécurité, c'est de le laisser en place au cas où il nous arrive un pépin. Et ensuite, investir de l'argent, c'est vraiment aller le placer et le faire travailler d'une certaine manière. Que ce soit dans les SCPI, dans les actions en bourse, dans les ETF. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Il y a une petite nuance qu'on pourrait faire, je dirais, sur le vocabulaire en disant qu'un placement, c'est quelque chose qui est assez transitoire. Un investissement, c'est beaucoup plus profond, quoi. Voilà, c'est ça. L'investissement, c'est vraiment, voilà. C'est les fondations de ton avenir, l'investissement. Et d'ailleurs, j'en parle dans le guide, je l'ai un Ouais. peu décrit ça, c'est cette différence entre épargner et investir, parce qu'on a souvent tendance à pas trop comprendre la différence. Par contre, épargner, tu mets sur des placements garantis comme le livret A. Oui, voilà, tu épargnes Oui. là. Placement garanti, c'est ta poire pour la soif, c'est ta petite réserve de secours. Tu mets 2, 3, 5 mois de loyer de revenus là-dessus en attendant Voilà, oui, pour c'est ça. pouvoir faire face à n'importe quel type de pépin. Puis voilà. Ouais, après, le but, c'est vraiment pas de chercher de la performance sur cet argent-là, c'est juste qu'il soit disponible rapidement. Simplement, est-ce que ça rémunère un petit peu, à peu près l'inflation, même si c'est toujours un peu en dessous. Est-ce pertinent d'acheter de l'or d'investissement pour tout le monde? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par de l'or d'investissement. Il y a de l'or tout court. Il y a différents types d'or, bien entendu. Il y a l'or, je dirais, sous forme numismatique avec les pièces d'or, les louis d'or, les pièces de 20 francs, les Napoléons, le 50 pesos américain ou 10 dollars, qui sont des pièces d'or sur lesquelles il y a une prime, c'est-à-dire il y a une valeur numismatique en plus de l'or. Et puis il y a aussi l'or pur, qui peut être en lingot ou en lingotin. L'inconvénient de l'or, c'est que tu peux le mettre sur une étagère et le regarder. Ça te donnera jamais un beefsteak à la fin du mois dans ton assiette. L'avantage de l'or, c'est qu'on appelle ça une valeur refuge. Elle est de moins en moins refuge, à mon sens. Et son cours évolue en fonction de la crainte. C'est un peu comme un trouillomètre dans le marché. Ça évolue en fonction de la crainte des investisseurs sur le marché. Et donc c'est une valeur refuge, oui, voilà, c'est ça. L'inconvénient qu'il y a avec l'or, c'est que quand ça baisse, les gens ne le vendent pas parce que ça baisse. Et puis quand ça monte, ils veulent en acheter parce que ça monte. Ce qui fait que quand c'est en haut, bah, ils le vendent toujours pas. Puis quand ça commence à rebaisser, ils le vendent pas non plus. Donc en fait, ton or, il est sur ton étagère. Tu le vois grimper, tu le vois descendre, mais il est toujours sur ton Ouais, étagère. ouais. Donc voilà. Il peut être assez pertinent, si tu veux jouer la carte de l'or, d'aller sur les marchés financiers et au lieu d'acheter de l'or physique, d'acheter des mines d'or. Alors là, on est dans des actions de société où il y a un paramètre en plus, parce qu'il y a le cours de l'or qui influe, mais il y a un paramètre supplémentaire qui est celui de la qualité de l'exploitation ou du prix de revient de l'or, parce qu'il y a des mines d'or où il faut remuer beaucoup plus de terre pour trouver de l'or que d'autres, donc des prix d'exploitation, des coûts d'exploitation qui sont plus ou moins importants. Mais là, il peut y avoir effectivement des coups sympas à faire parce qu'il y a le côté boursier en plus du côté métal. Il faut bien choisir, quoi. Le chèque de 1 mois de loyer, oui, donc ça, je pense que tu parles du dépôt de garantie, vulgairement appelé caution. J'ai envie d'investir 2000 euros immobilière. Je comprends pas la question, mais si tu veux investir 2000 balles en immobilier, vas-y. Tu peux t'en servir d'apport, tu peux acheter des parts de SCPI à ce prix-là. Alors sur les parts de SCPI, tu auras peut-être du mal parce que souvent, même si tu as des parts à quelques centaines d'euros, souvent il y a un seuil pour les premiers achats de parts qui sont souvent de 10, 15, 20 parts, ça dépend un petit peu des SCPI. Bonjour, j'ai 19 000 euros à investir, vous avez des idées? Oui, plein, on peut passer la soirée sur le sujet, tu précises. C'est quoi les ETF? C'est un peu hors sujet, hein, on est en immobilier là. Les ETF, ce sont des ETF ou trackers, c'est synonyme, ce sont des produits financiers qui répliquent un indice. C'est ce qu'on appelle de la gestion passive. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si tu achètes du CAC 40 ou du S&P 500 et c'est passif. C'est-à-dire que le gérant reproduit, fait comme une photocopie, un indice. Et si cet indice gagne 1%, ton placement gagnera 1%. S'il perd 1%, tu perdras 1%. Et au final, c'est bien différent les ETF des actions en bourse parce que une action, quand on va acheter une action d'une entreprise, on va concentrer tout le risque sur cette action-là, alors que quand on achète une part d'ETF, en général, c'est un pack d'actions.
S&P 500, par exemple, c'est les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et donc, du coup, en achetant une part de cet ETF, on diversifie le risque sur toutes les 500 entreprises. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, avec un petit bémol, c'est que acheter une action, c'est suicidaire. Il faut forcément en acheter plusieurs. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si tu veux acheter, si tu veux te faire un portefeuille qui tient la route avec 10, 12, 15, 20 lignes, on a du mal d'ailleurs en tant que personne physique à suivre plus qu'une vingtaine de lignes. C'est très difficile à gérer. Et en plus de ça, ça nécessite de mobiliser des capitaux. Alors qu'avec un ETF, tu prends un S&P 500, tu as 500 actions dedans, direct. Mais tu peux faire la C'est même ça. chose avec un autre type de fonds, hein, qui sera en gestion active, hein, un OPC classique. Être militaire et avoir un logement gratuit, c'est une bonne situation pour investir en immobilier. Oui, à fond, fonce, fonce, évidemment. Et en plus de ça, tu as un statut, si tu es vraiment militaire, qui donne pleinement confiance aux banques, puisque tu auras toujours ta solde. Et tu crains pas le chômage, donc les banques Ouais. aiment beaucoup prêter aux militaires. Tu peux y aller, fonce. Ça rapporte rien le livret A. Le livret A n'a jamais rien rapporté. Le livret A a toujours eu un rendement inférieur à l'inflation par nature. C'est sa nature, ça ne peut pas être autrement. Et sauf une période pendant Sarkozy où le taux du livret A était nettement supérieur à l'inflation, mais c'était purement politique. J'ai 24 ans, j'ai investi cash dans un studio de 25 mètres carrés, 50 000 avec les frais de notaire. Bah, c'est très bien, félicitations, bravo, mais t'as fait une grosse connerie. Parce qu'avec 50 000 balles, tu pouvais en acheter 3. Effectivement, avec l'effet de levier bancaire. Studios, les loyers de tes 3 studios avec ton apport de 50 000 balles, tu mettais 20 000, 22 000 à chacun. Tes loyers couvraient tes échéances de prêt. Tu étais peinard. Dommage. Mais c'est bien d'avoir un studio. C'est excellent. J'ai mis 16 000 euros, j'ai eu 500, je n'ai pas compris. J'ai 6 000 de côté, ben, tant mieux, c'est bien. Attaque. Une action ne permet pas d'acheter à manger non plus. Si. Alors, une action ne permet pas d'acheter à manger non plus. Donc ça, c'est une réponse à mon lingot d'or. Sauf que la plupart des actions détachent des dividendes. C'est-à-dire que quand il y a des bénéfices à la fin de l'année, la société envoie des dividendes aux actionnaires et ça fait un revenu. Et donc, si tu as suffisamment d'actions pour que ce revenu soit palpable, il y a de quoi manger. J'avais calculé d'ailleurs qu'on pouvait rouler gratuitement avec une voiture essence toute l'année si on investissait quelque chose comme 250 000 ou 300 000 euros sur les actions totales. Ça te donnait suffisamment de dividendes pour te payer les pleins toute l'année. C'est des produits d'investissement de copie à variation d'un indice, oui, tout à fait. Attends, il y a plein de messages. On va peut-être accélérer un petit peu. J'en descends dans la liste. Et si jamais j'ai passé les, refaites les, reposer les Ouais. questions. N'hésitez pas à reposter plusieurs fois. va Bon, peut-être accumuler pas un retard et faire, ça peut-être pas spammer, mais la banque ne histoire suit qu'on pas suive. pour car endetté 35% pour la RP. J'ai 60 000. Comme conseillez-vous pour l'achat? Bah, si tu as 60 000. Il y a certainement une carte à jouer, mais là, j'ai pas assez d'éléments. Mais je pense qu'il doit y avoir une carte à jouer. Peut-être que tu pourrais revoir le prêt de ta résidence principale pour dégager une bouffée d'oxygène. Sache aussi que quand tu es déjà propriétaire de sa résidence principale, si tu es au taquet, enfin, ou du moins si tu as déjà de l'endettement, quand tu fais un investissement immobilier, les banques prennent en moyenne 70% du revenu estimé de ton bien immobilier, quelquefois 80%, qui viennent directement en capacité d'emprunt supplémentaire. Je m'explique. Si tu as 3 000 euros de revenus, de salaire, ton taux d'endettement fait que tu pourras avoir un crédit de 1 000 euros par mois, pas plus, un tiers. Si par contre, tu as 1 000 euros de loyer sur un projet immobilier, on considérera que ton revenu est augmenté de 700 euros et tu pourras générer 700 euros d'échéance mensuelle sur ton investissement qui te rapporte 1 000. C'est 70% la capacité d'endettement en moyenne. Et ça donne des sacrées bouffées d'oxygène. Et si je reviens au petit jeune tout à l'heure qui avait un studio alors qu'il aurait pu en prendre 3, cette petite manip permet de booster la capacité d'emprunt. À quel âge peut-on acheter de l'immobilier? Mineur, c'est possible. Alors non, parce qu'un mineur ne peut pas souscrire à un emprunt. Mais par contre, un mineur qui aurait des capitaux, de par un héritage par exemple, peut très bien effectivement se porter acquéreur d'un bien immobilier. Mais là, c'est un juge de tutelle qui validera l'opération.
ou les parents, enfin il y aura quand même un juge de tutelle dans ce cas-là. Alors, Microsoft ne donne pas de dividendes, je fais référence à ces entreprises. Oui, il y a deux types de valeurs en bourse, hein, les values et les grosses. Donc les values sont effectivement des valeurs qui donnent des dividendes, et les grosses, les valeurs de croissance, souvent n'en donnent pas. Effectivement. Et après, Tu veux j'ai investir dans les actions qui Microsoft. donnent du dividende, tu vas sur de la value, hein, tu vas pas sur du gros. Ouais, c'est Tu vas ça. pas sur de la Mais j'ai du grosse. Microsoft et Microsoft verse un dividende, hein, par exemple. C'est Il y a pas un dividende il y a un à. dividende, c'est pas bandant, mais il y a un dividende. C'est c'est des miettes, ouais. Investir dans une maison pour y habiter peut être intéressant pour vendre plus tard plus cher. Oui, tout à fait. Tu seras exonéré de plus-value en plus. Donc c'est C'est très ça. bon. Tu peux te servir de ça. Ça peut te servir de tremplin. Après, il n'est pas trop tard. Je peux revendre plus cher et en acheter 4 avec le temps. Oui, bah, tu auras payé des frais de notaire dans des proportions importantes qui seront perdues. C'est un petit peu dommage. Mais c'est bien que tu aies déjà acheté un appart, mais c'est vrai que ça aurait été bien que tu te documentes ou que tu te formes un petit peu au préalable. Tu aurais certainement pu optimiser ça mieux que ça. Mais c'est déjà bien que tu aies un appart. Tu fais partie de ceux qui ont déjà le pied à l'étrier, c'est excellent. Alors, plutôt maison ou appartement pour louer à un particulier. J'ai une grosse préférence pour les appartements. Mais après, tout existe. La maison nécessite plus d'entretien, notamment s'il y a un jardin, de la pelouse, etc. Donc, soit tu fournis la tondeuse, si tu fournis, il faut entretenir. Enfin, voilà, il y a des petites complications de ce genre-là. T'es pas à l'abri de gens qui transforment le jardin en dépotoir ou en je ne sais quoi, et ouais, ça peut être chiant parfois les baraques. C'est pas gagné. Et si on reste dans la logique de ce que j'évoquais tout à l'heure pour le T2, bah, une maison en T2, c'est pas très fréquent. Ouais, ça c'est sûr. Ou alors il faut qu'elle soit toute petite, la maison. Avec 100 000, j'ai acheté 8 studios et 2 T2. Ben voilà quelqu'un qui a tout compris, oui, voilà, et qui peut apporter autant de réponses que nous, alors. Alors, avec une échéance dans j'aimerais acheter un studio dans le 06, possible, avec une échéance mensuelle de 639 jusqu'à avril 2030. Oui, je vois pas trop ce que tu veux dire. Tu veux dire par là, Chrysalide, que tu as un emprunt en cours qui se termine en 2030, j'ai l'impression. Donc si c'est ça ta question, tu peux envisager avec ta banque de faire des prêts avec des différés d'amortissement qui font qu'ils vont peut-être pouvoir, alors peut-être pas sur 4 ans, parce que 2030 c'est dans 4 ans, dans 5 ans même, mais il y a peut-être possibilité d'aménager des paliers. Ta banque peut peut-être faire ça. J'en profite juste, les amis, pour ceux qui s'étaient inscrits pour recevoir le guide. Normalement, tous les emails viennent de partir, donc vérifiez votre mail, vérifiez les spams aussi, et dites-moi dans le chat si vous l'avez bien reçu, parce que j'ai des doutes. C'est le premier email que j'envoie, donc n'hésitez pas. Et si vous avez toujours pas le guide, vous pouvez aller vous inscrire dès à présent dans ma bio TikTok, eductefinance.fr/guide, et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Yes, les locataires me payent les crédits. Ouais, c'est l'objectif, hein. C'est la base, Et bravo même de Lille. dégager, Et même de tout à fait dégager un cash flow. travaux, là j'ai vu effectivement. 28 Ouais, 000 balles de travaux, un locataire qui fait chier, tu le vires, ben voilà, c'est la vie. C'est bien. ouais. De toute Quand on joue manière, pas, on peut pas perdre. il y a une règle de base qui est essentielle aussi en matière d'immobilier, c'est qu'il ne faut surtout pas acheter et se cantonner à un bien. Dès que tu as acheté un bien, il faut immédiatement envisager le plus tôt possible d'en acquérir un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et à partir de 3 ou 4, tu es relativement serein. En fait, acheter un bien immobilier, c'est tout bon ou tout faux. C'est-à-dire, tu as un bon locataire ou alors tu te fais planter. Tu as tout bon, ça paye ou ça paye pas. Quand tu en as deux, tu as déjà un risque qui est dilué. Mais quand tu en as 4 ou 5, évidemment, sur le tas, tu vas multiplier le risque d'avoir des locataires indélicats. Mais sur l'ensemble, il est très peu probable que les 5 s'arrêtent de te payer. Et quand tu perds 1/5 de ton revenu, normalement, tu dois pouvoir encaisser le choc sans trop de difficultés. Mais un locataire avec un seul bien immobilier, si tu es au taquet de ta capacité d'endettement, c'est-à-dire que le jour où il te plante, c'est toi qui peux plus manger. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et j'en reviens à celui qui tout à l'heure a acheté un studio. C'est vrai qu'en en achetant 3, tu dilues ce risque d'une manière importante. Et c'est essentiel.
En fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais plus on a d'appartements et moins c'est risqué. Alors, oui, c'est ça, c'est contre-intuitif et c'est paradoxal parce que moins c'est risqué puisque tu t'en sortiras toujours, mais par contre, tu as à peu près 100% de chance d'avoir une merde tous les ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au bout d'un certain nombre, tu as forcément un dossier qui va pas. Mais bon, si tu Ouais, en as plusieurs, normalement, ouais, ça tourne tout seul. ça se digère très très bien. Et ça permet aussi, quand tu n'es pas acculé, de rester humain. C'est-à-dire que si tu as un locataire, il faut que le locataire il joue le jeu aussi, il ne faut pas qu'il te plante comme un salaud. Mais si ton locataire joue le jeu, qu'il est dans la merde, etc., et que toi, du coup, puisque tu as d'autres biens, tu as d'autres investissements, tu as les reins assez solides, tu peux humainement accompagner ton locataire en lui proposant un échéancier, en lui proposant de l'accompagner plutôt que de le planter, plutôt que de lui envoyer les huissiers. Voilà, moi je tiens beaucoup à ça et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir répondre à ces locataires en disant voilà, tant qu'il y aura du dialogue, il y aura des solutions, mais il ne faut pas me planter. Et à partir du moment où un locataire qui a une difficulté, bah, tu peux lui offrir la possibilité de s'en sortir. Ça, c'est important. Mais si tu n'as qu'un seul bien et que dès qu'il paye plus, tu es étranglé, ben, c'est toi qui crèves ou c'est lui qui crève. Donc il y a un moment donné, t'as beau être gentil, mais tu peux pas être gentil longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé d'être gentil comme ça une fois, hein. J'ai laissé de l'espace pendant 4 mois à un locataire et au final, il arrêtait pas de me mentir. Bon, dès que j'ai appris ça, c'était direct procédure. C'est-à-dire, on se fait tous baiser avec ça un jour ou l'autre. Hein. Moi, ça Ouais, m'est arrivé ouais, ouais, aussi. ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est important. Ne pas perdre de vue, parce que souvent, il y a des conflits, si tu veux, c'est comme entre patrons et employés, il y a souvent des notions de conflit d'intérêts. Mais en fait, moi, je considère que mes locataires, c'est comme des clients, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon devoir, c'est de satisfaire mon client. Donc s'il y a un truc qui fuit, s'il y a un truc qui déconne, j'y vais, je suis très réactif. Parce que finalement, au bout du compte, si j'ai un beefsteak dans mon assiette tous les soirs, c'est grâce à mon locataire aussi. Donc c'est normal Ouais, qu'il y ait cet échange. Par contre, il faut que ça soit donnant-donnant, c'est-à-dire que le mec qui ment ou qui, je dirais, joue au chat et à la souris ou qui te salope l'appartement, là, je me laisse pousser les canines et j'accroche, je lâche pas auprès. ouais, ça c'est sûr. Alors les frais de copropriété, oui, c'est des frais évidemment, mais il faut mettre un peu le nez dans le syndic. Frais de copropriété, oui, il y en a. Il y a des copros qui sont bien gérés, d'autres qui sont pas bien gérés. Il y a souvent un problème dans les copros. Quand tu es en copro, il faut impérativement qu'il y ait dans la copro des propriétaires occupants. Il ne faut pas que ce soit une copro qui soit 100% locataire, comme on a vu avec les Meigneries et autres Robiens, des machins qui étaient vendus exclusivement pour la location, il n'y avait que du locataire. Parce que le problème, c'est que quand il n'y a que du locataire, tu as beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas la jugeote et qui en fait vont toujours à l'économie et qui refusent les travaux jusqu'au jour où les travaux coûtent beaucoup trop cher parce que à force de Mhm. repousser des travaux, ça te pète à la gueule. C'est comme tous ces gens qui vont acheter des robinets chez Brico Bidule, machin à 10 balles. Bah non, tu mets un bon gros et qui va bien et ça tiendra dans la durée, tu t'y retrouveras. Et en fait, dans les copros, c'est sous le problème, quoi. C'est que quand il y a trop de propriétaires bailleurs et pas de propriétaires occupants, il y a du laisser-aller sur les travaux et après, quand il faut réellement faire les travaux, c'est la foire d'empoigne. Parce que tu as le vieux propriétaire qui est là, qui lui peut assumer parce qu'il n'y a plus de crédit, puis tu as les jeunes investisseurs qui, eux, ont des crédits qui ne vont pas pouvoir assumer les travaux. Et donc, du coup, ça passe ou ça passe pas et c'est très gênant. Par contre, quand il y a des propriétaires, alors il y a des propriétaires fauchés qui veulent jamais rien faire, mais aussi quand même les propriétaires qui veulent vivre dans un environnement qui tient la route et qui veulent pas que leur immeuble se parte en décrépitude. Alors, investir près des frontières, le top, oui. Alors, je connais pas bien le sujet, hein, par contre. Je connais le Bon, moi, principe. je peux en parler un peu, Toi, t'es mais frontalier, toi, puisque tu es en Alsace, si je ne m'abuse. ouais, c'est ça. Bah moi, en fait, je prends ma voiture et 2 minutes, je suis en Allemagne. Et effectivement, il y a beaucoup de frontaliers allemands qui viennent même louer des appartements en France, juste pour l'adresse. Et ils se déclarent habiter en France pour pas payer d'impôts en Allemagne au final, parce que les impôts en Allemagne, ils sont très élevés aussi. Ça m'est déjà arrivé de visiter des biens ou complètement vides avec une lampe de chevet et un cadre de lit qui traînait et l'appartement était loué depuis 5 ans à la même personne. Et l'agent immobilier m'a
plus ou moins expliqué le principe sans être trop explicite non plus, mais j'ai tout de suite compris. Et c'est pareil pour la Suisse, pour le Luxembourg, j'imagine aussi. Mais c'est vrai qu'entre le salaire d'un Suisse et un Ouais. Français moyen, il y a un décalage comme ça, Oui. quoi. Il y a un truc qui peut être très intéressant pour ceux qui maîtrisent la langue. Hein. Enfin, sinon, il y a aussi les pays qui sont francophones, mais notamment puisque tu parles de l'Allemagne, c'est les conventions fiscales. Ouais, Un Français qui investit en Allemagne se retrouve avec un avantage fiscal absolument colossal. Sur du foncier, je ne parle pas sur les montages à travers des sociétés et autres impôts sur les sociétés ou location en meublé à l'MNP ou à l'EP. C'est que en fait, quand tu investis en Allemagne, mais il y a encore mieux avec le Portugal et avec l'Espagne, mais quand tu investis en Allemagne, pour prendre ton exemple, Florian, les revenus, c'est les conventions fiscales, hein, c'est-à-dire ce sont des accords qui sont passés entre les pays, les revenus issus d'un business sont imposés là où est généré le revenu. Autrement dit, tu investis dans un appartement en Allemagne, les loyers sont générés en Allemagne par un locataire, quel qu'il soit d'ailleurs, et donc ton revenu est créé en Allemagne. À partir de là, tu payes cet impôt en Allemagne. Et l'impôt sur les loyers en Allemagne, c'est 15,80%. 15,8 à peu près, ou 15,815, je crois. 15,815, il y a 3 chiffres après la virgule. Et l'avantage, c'est qu'en tant que contribuable français, tu bénéficies de la convention fiscale qui dit qu'à partir du moment où l'impôt est payé en Allemagne, tu peux rapatrier ton argent en France sans aucune retenue d'aucune sorte. Ce qui veut dire que tu échappes aux prélèvements sociaux de 17,2 et tu échappes à la pression fiscale française. Un contribuable français, je dirais, qui commence à payer un petit peu d'impôts, il est très vite dans la tranche à 30. 30% d'impôts sur tes revenus, auxquels il faut rajouter 17,2 de prélèvements sociaux, ça fait 47,2. Et 47,2 à la louche, quand tu prends un petit peu de recul, c'est à peu près la moitié. Et quand tu as un loyer que tu encaisses en France en revenu foncier, qu'il t'en reste que la moitié, et après il faut payer aussi les charges à payer, les machins, enfin il t'en reste qu'un tiers dans l'absolu, c'est assez dissuasif. Tu investis en Allemagne, il t'en reste 85% de ton loyer. ouais. C'est une petite différence. Salut Flora. Et justement, je rebondis sur ça parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a certaines SCPI, c'est le même principe hein, comme Quorum, Oui, Quorum Origine qui investit beaucoup en Europe, oui. où en fait chaque bâtiment détenu ou chaque logement, etc., détenu dans les pays de référence vont être payés dans chaque pays et du coup ça évite qu'on paye trop d'impôts sur le revenu. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour les SCPI qui sont investis à 100% en Europe hors France. Ça Ouais, évite les mélanges parce que sinon tu te fais de la 2047, machin, enfin des petites déclarations d'impôts qui sont assez coquettes à faire. ouais, C'est un peu compliqué, mais bon, ça se fait bien quand même. Hein. ouais, ça se fait aussi. Et les SCPI te donnent un fascicule qui te permet, tu suis à la trace, il n'y a pas besoin de comptable, ça se fait très bien. Sur les Ouais, comptables, ils se gavent là-dessus. Quand on achète plusieurs biens, il vaut mieux créer une SCI pour pouvoir s'endetter à plus de 33%. Alors, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, oui, la SCI, c'est intéressant pour l'articulation de ton patrimoine et puis pour certaines choses, pour cloisonner un petit peu les choses, mais ça ne permet pas forcément de s'endetter à plus de 33% puisque tu seras caution personnelle sur la SCI. Attention aussi au fait que souvent les investissements en SCI ne peuvent pas bénéficier des prêts IMO, mais c'est souvent des prêts d'investissement, ce qui est un petit peu différent. C'est comme si tu faisais du prêt industriel. Et moralité, c'est pas forcément meilleur marché. Ça peut être plus cher. Il y a Mokhtar qui pose une question intéressante. Bonjour, et pour les Belges qui investissent en France fiscalement, ce dont on parlait par rapport à l'Allemagne et l'Espagne et tout Un ça. Belge qui investit en France sera taxé en France sur son revenu. Alors, il sera exonéré des prélèvements sociaux puisqu'il ne bénéficie pas du système social français. Donc, il peut prétendre, mais il faut qu'il fasse une petite démarche, il y a des petits formulaires à remplir pour pouvoir demander l'exonération des prélèvements sociaux. Mais effectivement, il paiera son impôt en France. Mais il sera soumis à l'impôt sur le barème et comme normalement c'est loyer, à moins qu'il ait 200 000 balles de loyer par an qui rentrent, mais son barème fait qu'il sera peut-être simplement dans la tranche à 11. La 11, je crois, quand tu es sur une part, une personne seule, ça doit être de l'ordre de 17 000 euros, je crois, le seuil. 17 ou 18 000, au-delà duquel on passe à 30. Donc, et même si on passe à 30, on passe à 30 que sur ce qui déborde. Hein. Ce qui veut dire que si tu as 20 000, tu vas avoir 17 000 à 11% et 3 000 à 30%.
Autrement dit, ça peut être intéressant pour un Belge d'investir en immobilier en France. Souvent, il y a des confusions par rapport à ça lorsqu'on change de TMI. En fait, c'est juste le montant qui dépasse. C'est juste ce qui dépasse, hein, c'est ce qu'on appelle le barème progressif. Investir dans le cuivre et le cacao, ça va grimper grave. Bah, merci du tuyau. C'est pas impossible. Le cacao, c'est déjà fait. Le cuivre, c'est bien entamé. Mais faire attention quand les choses sont au plus haut du plus haut. Petit moment, ça peut devenir tendu. Le cuivre, je me Ouais, méfierais avec les tensions économiques actuelles, avec les taxes de. c'est important de savoir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel non plus. Voilà, c'est ça. Il faut que ça respire de temps en temps. Alors, quelle différence entre l'IMO commercial et la location? Une différence fondamentale qui est la loi Kiles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en France, on parle en France là, parce qu'on parlait un peu d'étrangers tout à l'heure, sur la location d'habitation, c'est-à-dire sur le bail d'habitation, l'homme fort de la discussion, c'est souvent le locataire. Il est très protégé. C'est-à-dire qu'un locataire qui paye pas, ou un squatteur, etc., enfin, c'est toujours très difficile de s'en défaire, c'est difficile d'obtenir gain de cause. Alors il y a des solutions, entendons-nous bien, hein, c'est-à-dire qu'avant que les pépins arrivent, on peut prendre des assurances et des tas de choses comme ça qui vont nous permettre de ne pas perdre de loyer, hein, donc après les procédures se mettent en route et puis ça marche tout seul et on est payé. Mais en attendant, c'est un peu longuet parce que c'est vrai que les locataires sont très protégés. Ensuite de quoi, quand tu es propriétaire d'un bien que tu mets en location, tu dois assumer, je dirais, certaines charges pour le bon fonctionnement du bien, de l'appartement. Et tu dois fournir, je dirais, différentes choses. Tu es propriétaire de la chasse d'eau, tu es propriétaire du chiotte, tu es propriétaire des sanitaires, et donc tu... Merci pour la crème glacée. Sur l'IMO commercial, un bail commercial, c'est très très différent puisque C'est la fête là. sur un bail commercial, je dirais que l'homme fort, c'est plutôt le bailleur, c'est plutôt le propriétaire. Parce que ton locataire, en fait, le bail commercial, tu ne fournis en fait que la surface commerciale. Tous les aménagements intérieurs, y compris les sanitaires, c'est pas ton problème. C'est le problème du locataire. Le mec, il veut faire un magasin de godasses, il aménage son rayonnage, il aménage son magasin comme il a envie. Il veut faire bijoutier, il veut faire machin, il doit mettre des rideaux de sécurité, c'est son problème. Voilà, c'est pas le tien. Et donc, en tant que propriétaire d'un local commercial, tu as beaucoup moins de charges, tu as un prix au mètre carré qui est nettement supérieur. Il y a des histoires de TVA qu'on peut opter ou pas opter, c'est un autre sujet. Mais il y a cette sécurité. Il y a une autre sécurité quand tu es en commercial, et je parle en boutique de centre-ville par exemple, c'est que si tu as un locataire qui s'en va, il a un fonds de commerce qui est là, ou un pas de porte au minimum, et donc quand il va s'en aller, il va chercher un successeur, tu t'occupes de rien. En général, ton locataire, il se barre, mais il y en a un qui arrive. C'est assez cool comme concept. Alors évidemment, il ne faut pas investir n'importe quoi, n'importe où. C'est une boutique dans certains centres-villes. Il y a plutôt des rideaux qui se baissent que des surfaces commerciales qui s'ouvrent. Mais la location commerciale a cet atout-là. Ensuite de quoi, les baux commerciaux sont des baux qui peuvent être plus longs, qui sont en général les fameux 369. On dépasse pas les 12 ans, on fait jamais de baux en 12 ans, on s'arrête à 11 ans et demi. C'est ce qu'on retrouve fréquemment à LMNP par exemple, parce que au-delà de 12 ans, il y a des taxes, enfin des conneries à la con. Mais ce sont des baux qui sont plus longs, donc un peu plus sereins. Et la rentabilité est en général bien meilleure. Combien d'endettement pour une SARL, je suppose, société pour investir? La société, elle peut s'endetter à peu près sans limite. Ça dépend de la caution de son gérant ou de son président. Donc, ça dépend de ton propre taux d'endettement de toute manière. C'est très difficile aujourd'hui d'utiliser les sociétés comme écran. Vous ne voyez pas mes questions. Nina, désolé, j'essaye de remonter. Immobilier commercial. J'ai essayé de trouver les questions de Nina, mais j'ai pas réussi à trouver. Il y avait celle sur l'immobilier commercial. Ah, ok. N'hésite pas à poser tes questions si jamais. Alors, bonjour, à qui peut-on faire accompagner au mieux pour un projet immobilier? Vaste sujet. Ouais. Forme-toi, ça sera très bien.
L'agent immobilier peut être un bon point de départ, un notaire peut en être un autre sur les aspects juridiques et fiscaux, voilà. Renseigne-toi et fais-toi un tissu relationnel d'investisseurs, des copains. Voilà. Ça, c'est beaucoup d'échanges avec les copains, comme on est en train de faire là en ce moment. Fais la même chose dans ton entourage, dans ton environnement direct, et tu apprendras beaucoup de choses. Et en fait, justement, c'est en ayant contact avec plusieurs personnes, en fait, ça va s'imbriquer, ça va devenir vraiment un réseau comme une team, une équipe. Et au final, quand tu auras un problème, tu sais que tu pourras contacter cette personne, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Ouais. Mais Ah, c'est ok. pareil, si on prend, je dirais, sur cette logique-là, il y a, comment dire, la notion de réseau d'entrepreneurs aussi, qui est très importante. Ouais. Évidemment, dans les grandes villes, c'est plus délicat, mais quand tu es dans une ville de province, c'est assez facile d'avoir un tissu relationnel sur le sujet. Moi, j'avais réussi, bon, je suis dans une petite ville de province, hein, il y a 50 000 habitants dans le quartier, donc c'est pas énorme, mais j'avais, alors je dis j'avais parce qu'ils sont tous barrés à la retraite maintenant, il faut que je reconstitue. Je refais, c'est pas grave. Il y a des successeurs au mec, mais les entrepreneurs souvent travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'électricien travaille fréquemment, passant derrière un plombier, derrière un plaquiste, derrière, etc. Et donc ils finissent par faire, ils sont tous indépendants, mais ils finissent par avoir une espèce d'harmonie entre eux. Et c'est très important d'avoir un petit réseau comme ça de gens qui déjà peuvent t'aider quand tu es sur le point d'acheter quelque chose. T'en prends un sous le bras, tu lui dis viens, on se fait une petite pizza et après on va aller visiter un truc. J'ai un rendez-vous avec un agent immobilier, tu me donnes ton avis. Et le mec il va ausculter ta toiture, les sous-bassements, etc., les huisseries, les fenêtres, et il va te dire. Et les artisans sont tout à fait en mesure de te faire à quelques milliers d'euros près un devis au coup d'œil. Moi, à chaque fois que j'ai acheté, je n'ai jamais fait faire de devis précis. Les mecs, ils mettent 15 jours, 3 semaines à faire un devis, ils y passent leur dimanche, on n'a rien à foutre. Mais par contre, visiter une baraque et tout, le mec, il dit, allez, il y a entre 10 et 12 000 de travaux, et ça tombe juste. Ouais. Ça sera pas 20 000 parce que le mec il a repéré le truc, enfin voilà. Et donc ça c'est très important. Et d'avoir ce réseau, moi j'avais un réseau à l'époque où parce qu'aujourd'hui je ne fais plus ni d'acquisition ni rien, mais où je faisais de la construction et de l'acquisition, j'avais un réseau et donc j'avais négocié avec les gars en disant je ne négocierai jamais les devis, tu me fais le prix juste. À partir du moment où on a confiance, on travaille ensemble. Tu me fais le prix juste, tu me plantes pas, tu me fais pas une surfacturation machin parce que je le détecterai et je te plaque. Mais le prix juste, je ne discuterai jamais les prix, mais par contre quand je t'appelle, je suis prioritaire. Et ça c'était recta. Et discuter avec les ouvriers sur le chantier pour savoir quels sont les autres chantiers en route. Parce que quand le mec il te plante sur un chantier, tu sais où aller le chercher. Parce que moi j'allais les chercher sur les autres chantiers par la peau du cul, je les ramenais chez moi. Et ça, c'est important aussi. Disons, voilà, écoute, là, tu étais en train de faire ça, là, j'attends, il y a le plaquiste qui doit venir et tout, tu viens foutre tes tuyaux, allez, hop, voilà. Et ça marche. Ça marche. Mais en échange, tu dis, ok, tu me fais un devis, je discuterai pas le prix. Tu me plantes pas parce que sinon, tu bosseras plus avec moi. Mais voilà, ça, c'est des choses qui se mettent en place. Et c'est pareil à la fin d'un chantier, des petites choses conviviales. T'invites le mec au resto avec son équipe et tout, et puis c'est open bar. Ça coûte pas très cher. Un chantier de C'est 20 000, simplement. ou un gros chantier, j'ai fait des gros chantiers, plus, tu invites toute l'équipe, tu privatises un resto, tu fais une fiesta là-dedans, ça va te coûter quoi, 2 ou 3 000 balles, tu viens de cramer 100 ou 150 000 ou 200 000 balles de travaux, t'es pas à ça près, quoi. Et les mecs, ils se rappellent de toi, mais après, quand tu as besoin d'eux, ils sont là. C'est important. C'est ça. Faut pas oublier qu'on est des humains avant tout. Ouais. Mohamed qui nous dit comment acheter mon cabinet dentaire, meilleure façon SVP, j'ai 104 côtés. Bah écoute, tu achètes ton cabinet dentaire, je te recommande de faire une SCI, de manière à ce que toi, à travers ta SCI, tu puisses louer à ton cabinet dentaire, parce que pour ton cabinet dentaire, tu seras vraisemblablement en TNS, en personne physique, à moins que tu fasses une CELARL, mais si tu es en dentiste profession libérale, tu ne pourras pas te louer à toi-même si tu achètes en nom propre. Donc il faut que tu fasses une SCI et ta SCI va louer au docteur Mohamed. Et là, tu pourras te payer un loyer qui te permettra de financer ton bien immobilier. Ça fera une charge sur ton exploitation commerciale, c'est-à-dire que le loyer viendra en déduction de tes revenus sur ton activité professionnelle. Évidemment, tu repayeras un impôt sur la SCI, mais si tu te démerdes bien et que tu fais d'autres investissements, tu peux faire du déficit foncier et être en neutralité fiscale, ou alors tu fais une SCI à l'IS
pour ne pas avoir ou avoir très très peu d'impôts à payer. Et ce qui est assez jouissif, c'est qu'une fois que tu as fini de payer ton cabinet, parce que j'ai fait la même chose pour mon propre bureau, c'est qu'une fois que tu as fini de payer, tu continues à te servir un loyer que tu indexes, tu augmentes ton loyer, tu ne te fais pas un prix d'amis, tu fais le prix du marché. Et une fois que tu as fait ça et que tu as fini de payer tes murs professionnels, ton loyer continue à tomber, la SCI, elle sait pas quoi faire de cet argent, et ben tu t'achètes une résidence secondaire et c'est ton cabinet qui finance la résidence secondaire. C'est très rigolo. Mais Nina qui dit, voilà, c'est ça. Oui, c'est parce que j'avais pris un peu de retard, Nina. Vous posez des questions plus vite que je ne réponds. Je suis peut-être trop bavard aussi. Et je vois, merci beaucoup pour le retour. Est-ce que c'est intéressant d'investir en ce moment? Il n'y a jamais de meilleur pour Il n'y a jamais de meilleur moment pour investir que maintenant. Il y a un petit truc qui peut être rigolo. J'avais fait des trucs là. Tiens, j'ai fait des petites notes là. Flo peut peut-être se mettre au tableau parce qu'il y a des trucs qui sont rigolos. Yes. Avec des. Merde, je croyais que j'avais encore à boire. Avec des gens qui se sont affolés à l'époque où les taux d'intérêt ont monté. Arrêtez de poser les questions parce que là je vais aborder un sujet qui peut être assez rigolo. BNP à fond, pourquoi BNP? Je vois pas le rapport. Et non, je connais pas la BNP. Alors, le meilleur moment pour investir, parce qu'il y avait la période où les taux étaient très très bas pendant le Covid, juste à la sortie du Covid. Moi, j'ai vu des copains qui ont emprunté à 0,8%, c'est assez ahurissant. Et les taux sont montés à 4. Et j'ai fait un petit calcul qui est assez rigolo, parce que dans le même temps, les prix d'immobilier ont baissé. Les taux ont monté et les prix d'immobilier ont baissé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, les taux ont monté, on ne peut plus investir, je vais attendre que les taux baissent pour pouvoir réinvestir. Grosse erreur. Les taux ont monté, les prix ont baissé, achète. Tant pis pour le taux, tu leur négocieras plus tard ton taux. Et j'ai fait un petit calcul, si on fait un prêt sur 20 ans, je vais essayer d'éviter de dépasser les 20 ans, 25 c'est un peu trop, les 20 ans, vous empruntez 200 000 euros à 2%. Ça va vous coûter 1012 euros par mois pendant 20 ans. Ça fait un coût de crédit de 42 880. C'est-à-dire que tu empruntes 200 000 et tu vas rembourser 242 000. D'accord? Ces 42 000 euros, avec un taux à 2%, passent à 90 000. C'est-à-dire que 200 000 empruntés à 4%, ça fait des échéances non plus de 1012 mais de 1200. Et ton coût du crédit passe de 42 à 90 000. Et tu te dis, je prends 50 000 balles dans le pif avec 2% de taux d'intérêt supplémentaire. Or, ce qu'il est intéressant de constater, mais ça c'était constaté sur le marché, c'est qu'un bien de 200 000, quand les taux étaient à 2, on pouvait le négocier à 175 000 avec des taux à 4. Moins 12, moins 13%, moins 12,5 en l'occurrence, moins 12,25. Et donc, ton 175 000 sur 20 ans à 4%, puisque les taux viennent de monter, tu passes à 1060 euros par mois. À 2%, 200 000, tu étais à 1012. Là, à 4% sur 175, tu passes à 1060. Donc, tu payes 50 euros de plus par mois. Franchement, c'est pas la mer à boire. Ton coût du crédit passe à 54 400 contre 42 800. Tu as un coût de crédit de 11 500 euros en plus. Or, tu as acheté un bien immobilier 175 000 qui valait 200. Tu as déjà gagné 25 000 là. Donc d'un côté, tu gagnes 25 000 à l'achat parce que le jour où les prix reviendront à la normale, il remontera à 200 000. Tu gagnes 25 000 à l'achat et en crédit, ça te coûte 11 500 de plus si tu ne fais rien. Or, si ton bien immobilier remonte, c'est que les taux d'intérêt ont baissé. Si les taux d'intérêt baissent, tu renégocies ton prêt et tu te retrouves à avoir au final un prix de revient de ton appartement qui sera inférieur à ce que tu aurais pu faire avec des taux à 2%. Donc empruntez à 4 les gars, allez-y. C'est pour ça que je disais le tableau, parce que peut-être que tu peux mettre les chiffres au tableau pour... Ouais, tu veux... Tu mets 200 000. Ouais. Là, tu mets 200 000 égale 1012 à 2%. Ça fait 1012 par mois. Voilà. Coût du crédit, 42 880. Combien? 42 000? 42 880. Et à 4%, Ça, c'est 2%. c'est 2%. Et à 4%, ça fait 1212 par mois.
Voilà, 1212 par mois. Et coût du crédit, 90 800. Donc ça fait 50 000, voilà, 90 880. Ça fait 48 000 de plus. Voilà. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Or, ton bien qui vaut 200 000 quand les taux sont à 2, tu peux le négocier à moins 12% sans forcer et donc l'acheter 175 000. Et donc là, tu remets en dessous 75 000 à 4%. Vas-y, mets-le. Ouais. Tu laisses 175. 175 000 à 4%. Tu te retrouves avec, voilà. Voilà. Et là, tu te retrouves avec des échéances à 1060. On est toujours en 20 ans, hein. À 1060 pour un coût de crédit de 54 400. Voilà. Là, tu peux entourer les 1012 et les 1060 et les 42 800. Voilà, ça. Voilà. Ça et les 1060, c'est comparable. Et puis les 54 et les 42. Yes. Voilà. Et 54 000 et les 42 000. Voilà. Le delta entre le 54 et le 42, c'est 11 500. Ça te coûte 11 500 balles, mais sur 20 ans. C'est-à-dire, c'est les 40 euros, c'est 50 euros par mois en question. Voilà. Mais par contre, ton bien immobilier, lui, tu l'as acheté à moins 25. 25 000. Tu as gagné 25 000 sur l'achat. Que tu récupéreras un jour. Ouais. Donc, d'un côté, tu gagnes 25 000, de l'autre, ça te coûte 11 500. Tu es déjà bénéficiaire. Et à mi-parcours, quand les taux d'intérêt baisseront, ton échéance qui est à 1060, tu la ramènes à 980 parce que tu vas renégocier ton prêt. Yes. Et donc, on peut même faut profiter des aberrations de marché comme ça pour s'engouffrer dans la brèche. Il ne faut surtout pas, attendre que les taux baissent. Non, quand les taux vont baisser, tu achèteras un studio au lieu d'un T2, c'est tout. Yes. Et en plus, ça, c'est pour des biens qu'on peut négocier qui ont potentiellement besoin de travaux. Donc, du coup, quand on va amener des travaux, il y a encore possibilité de gagner beaucoup plus. Oui, bien entendu, mais travaux ou pas, c'est le raisonnement est le même. Mais le raisonnement est le même, ouais. Alors après, donc, le problème est de pouvoir calculer la valeur réelle du marché du bien pour acheter le bon prix. Oui, c'est la base de l'immobilier. C'est vrai aussi qu'en matière d'immobilier, les affaires se font à l'achat, jamais à la vente. Enfin, rarement à la vente, en tout cas. Si tu achètes bien, tu vendras bien. Et si tu achètes trop cher, tu auras toujours du mal à vendre avec une plus-value qui t'intéresse, si toutefois c'est l'objectif de vendre. Mais je rappelle que l'immobilier n'est pas fait pour être vendu. Il était à 200, ça ne veut pas dire qu'il les vaut. Bah si tu es prêt à acheter un truc 200, c'est que tu as fait une étude de marché, c'est que tu connais le quartier quand même. Il y a toujours des gens qui veulent vendre plus cher, ils ont toujours une haute opinion de ce qu'ils veulent vendre. C'est top le récap au tableau. Voilà, oui, ça me semble un petit peu plus lisible que de lancer des chiffres en l'air. Ouais. Oui, on comprend mieux, bien sûr. Comment connaître la vraie valeur d'un bien? La vraie valeur d'un bien, c'est la valeur qu'un acheteur est prêt à mettre dedans. Donc si tu veux vendre un bien, tu mets un prix, puis tu attends que ça bouge. Si ça bouge pas, c'est que tu es trop cher. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Maintenant, la vraie valeur d'un bien, elle n'existe qu'à partir du moment où il y a un acheteur derrière le vendeur. Sinon, il n'y a aucune valeur. Oui, et comme dit Éduque tes finances, ton homonyme, au pire, tu rachètes le crédit par la concurrence. Alors oui, alors si ce n'est que tu peux aussi, dès le départ, sur la constitution de ton dossier de crédit, tu peux négocier, alors tu jures les grands dieux à ton banquier que tu n'en as pas besoin, mais que je dirais que pour faire plaisir à ta femme ou à ton truc, etc., que ça serait vachement bien qu'il n'y ait pas de pénalité de rachat. C'est assez facile à faire au départ, comme ça après, si tu veux barrer. L'amour qui nous dit, si pour Crédit Conso, comment faire? Non, Crédit Conso, t'es hors sujet. Crédit Conso, ça sert à acheter des télés, des bagnoles. C'est pas le sujet. Et oui, c'est intéressant parce que les crédits conso, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques, elles ont différentes catégories de crédits. Il y a les crédits d'investissement, les crédits immobiliers, les crédits conso, les crédits pour la résidence principale, qui sont pas exactement les mêmes que pour les investissements. Si tu achètes des SCPI à crédit, ça sera encore un autre type de crédit. Alors, c'est pas forcément des types de crédits différents, c'est simplement que c'est des bons prétextes pour faire une grille de taux différente. Que les banques cherchent à gagner de l'argent, et que si c'est difficile de gagner de l'argent sur le dos de gens qui achètent une résidence principale, c'est plus facile que sur ceux qui achètent du locatif.
Donc, tu auras des taux, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que les taux sont négociables. À plus, Amine. Bon week-end. Tac, tac, tac. Alors j'en profite les amis, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrits pour prendre le guide, c'est dans ma bio TikTok. J'ai envoyé un email à tous ceux qui étaient déjà inscrits. Si jamais vous êtes déjà inscrits au préalable, n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu le guide ou pas, parce que je vois qu'il y a des mails qui sont ouverts, mais pas forcément récupérer le guide, donc n'hésitez pas. Donc là, il y a TikTok 1938 qui nous dit c'est l'acheteur qui fait le prix. Alors ça dépend des fois. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans un marché tendu, oui, tu as parfaitement raison, en ce moment, c'est l'acheteur qui fait le prix. C'est-à-dire que les vendeurs baissent leur froc. Quand on est dans une période d'euphorie, comme c'était le cas avant le Covid, c'est l'inverse. C'est le vendeur qui fait le prix. T'en veux, tu payes. T'en veux pas, tu next. Voilà. C'est comme ça. Quand le marché, il est, ce qu'on appelle le marché être entre les mains de, en ce moment, il est entre les mains des acheteurs. Il vaut mieux emprunter à la banque ou au courtier. Les deux sont valables. Le courtier te présentera peut-être l'avantage de vraiment presser le citron un petit peu partout, mais il va te facturer des honoraires. Donc il faut bien vérifier si ces honoraires te permettent de gagner, malgré les honoraires que tu payes, plus d'argent que si tu étais en direct avec la banque. Sachant que le courtier ira démarcher ta propre banque. Il va commencer par ça. Y a-t-il des biens à surtout éviter? Et ça, qui demande ça. Mmh. J'ai pas vu, je sais pas. Oui, j'ai encore des messages en retard là. Vaut-il mieux acheter de l'immobilier pour louer en SRL? Alors SRL, je vois pas ce que tu entends par là. SARL ou une personne physique? Ça dépend de ta situation familiale. Et de tes finances qui nous remercie, c'est sympa. Bon week-end, Ifil. Salut. Oh, il a déjà dû partir. Que c'est bien de créer une SCI quand on a des enfants. Oui, c'est bien de créer une SCI quand on a des enfants, surtout pour pouvoir transmettre les parts progressivement, parce que tu peux pas donner facilement, en tout cas, on peut le faire via l'indivision, mais donner des morceaux d'appartement ou de ta résidence principale, c'est pas forcément très facile. Avec une SCI, tu donnes des parts, par-ci, par-là, ça se fait. Est-ce que ça peut se négocier les frais de notaire? Non, c'est un REM. C'est pas négociable. J'ai fait une offre aujourd'hui sur une maison à 85K qui était à 97. Le vendeur se tasse, ce qui prouve bien que c'est bel et bien l'acheteur qui a le marché en main en ce moment. Tu as raison, mais il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, c'était l'inverse. On allait même en surenchère. Il y a des gens qui surenchérissaient pour pouvoir avoir un bien. Les acheteurs qui étaient prêts à mettre un billet de plus, mettaient 10 000 balles de plus pour avoir un bien. Je m'en suis fait souffler, moi d'ailleurs, il y a 5-6 ans, j'avais voulu acheter un bien immobilier et il y a quelqu'un qui m'a court-circuité pour 10 000 balles. Ah merde. 10 000 balles de plus que moi, parce qu'à cette époque-là, c'était les vendeurs qui avaient qui avaient le marché en main. Je réponds juste à Tani, t'inquiète pas, ça a raté le début du live, je remettrai une rediffusion sur ma chaîne YouTube. Ça devrait apparaître ce week-end. Une SCI, pour donner plus facilement, il faut la mettre à l'IR. Pas nécessairement, elle peut très bien être à l'IS. Un bien évité pour beaucoup de charges, et surtout pour premier achat. Oui, il y a toujours des trucs qui sont plus ou moins chers. Quel est le meilleur moyen pour réduire la pression fiscale sur le locatif? C'est de ne pas faire de locatif, justement. C'est de faire du meublé, par exemple, qui n'est pas considéré comme du locatif. Le meublé, c'est du BIC, bénéfice industriel et commercial. C'est donc du business. Il faut que tu t'inscrives au registre des métiers. Ou au registre du commerce, plus exactement. Donc, c'est très différent et c'est pas du tout les mêmes règles du jeu. Et du coup, on n'est plus du tout avec le même genre de pression fiscale. Où peut-on faire des petits investissements en étant étudiant? Si tu es étudiant, je vais te recommander peut-être de faire des investissements qui vont rester relativement liquides. L'immobilier, c'est bien, mais c'est du vraiment très très long terme et tu n'es pas à l'abri d'avoir besoin de tes liquidités pour bâtir ta vie, pour construire ta vie. Donc attends d'avoir une situation stable avant de te lancer dans l'immobilier. Avis personnel qui n'engage que moi. C'est pas une règle.
Donc oui, si ta fille va acheter en meublé pour le louer, très bien. Après, c'est super important de bien se renseigner où est-ce qu'on va acheter pour faire du meublé parce qu'il y a certains secteurs, comme en campagne par exemple, qui n'est Oui. pas forcément fait pour du meublé, Alors là, où il les y a gens ont des déjà astuces. leur meuble. Oui. Il y a des astuces qui sont toutes simples à mettre en place. C'est qu'à partir du moment où tu jettes ton dévolu sur un bien immobilier ou sur un concept, comme tu dis, acheter un meublé si tu es à la campagne, tu vas sur le bon coin, tu passes des fausses annonces. Ouais. Tu passes des annonces et tu vois si ça crépite. Quand les gens en téléphone, tu dis bah non, c'est déjà loué, etc. Puis tu fais disparaître l'annonce. Mais l'idée, c'est de tâter le terrain. Est-ce qu'il y a des gens qui répondent? Et tu peux faire le même bien, le même descriptif du même bien, fictif, hein, en meublé et en non meublé. Tu vois sur lequel les gens appellent. Ça te permet de savoir sur lequel il faut investir. Je voudrais débuter à investir en bourse. Alors c'est Ghost Elmingo qui nous demande ça. Je voudrais débuter à investir en bourse, mais j'y connais rien. Avez-vous des conseils sans risque? Alors bourse et sans risque, tu oublies, ça n'existe pas. Donc soit tu fais de la bourse, soit tu fais du sans risque, mais tu pourras pas avoir les deux. Entrepreneur de luxe qui nous dit oui, croise les doigts, on comprend. Ou peut-on faire des petits investissements en étant étudiant? Donc Manu Royal, toujours, oui, bah, même réponse que tout à l'heure, mais tout dépend ce que tu entends investissement. Il y a que deux catégories d'investissement sur la planète, et il n'y en a pas 36, il y a que deux sortes. Soit tu investis dans l'immobilier, ce qu'on est en train de parler pour l'essentiel de la conversation de ce soir, soit tu investis dans les valeurs mobilières. Il n'y a pas d'autre chose. Donc l'immobilier, c'est ce dont on parle. Les valeurs mobilières, c'est tout ce qui n'est pas immobilier, donc plus généralement tout ce qui est plutôt placement financier et tout particulièrement bourse. Alors, entrepreneur de luxe, mon projet, c'est de la location courte durée atypique. Qu'en pensez-vous? Bah, ça dépend ce que tu entends par atypique. Si c'est une carlingue d'avion plantée dans un champ, ça peut être rigolo, il peut y avoir du monde. Si c'est une cabane dans les arbres, il peut y avoir du monde. Si c'est des lits en cactus, il y aura moins de monde. Après, il y a souvent le concept de Love Room qui est développé, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça peut être rigolo, tu me diras si t'en fais, parce que au cas où je trouve une nana. Meublé en LMNP, bien ou pas bien? Bah oui, bien, 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 bien sûr. De toute manière, si tu fais du meublé, t'es au minimum en LMNP. Oui, enfin, au forfait, mais enfin bon, c'est une connerie. Alors, il paraît qu'à Toulouse, ça marche bien. Alors bon, je connais un peu Toulouse. Hein, j'aurais une grosse méfiance, moi, sur Toulouse, parce qu'il y a un immeuble qui s'effondre toutes les semaines en ce moment. Euh, les arrêtés de mise en péril à l'appel. À l'appel à Toulouse. Méfiance. Méfiance, méfiance. Surtout en centre-ville, quoi. Dans les immeubles avec les vieilles briques roses, là, elles sont en train de s'effriter dans le sol, les briques roses. ETF et S&P 500, toujours une bonne idée. Oui, toujours une bonne idée. Alors pareil, c'est pareil, hein, S&P 500, la bourse, mais c'est pas le seul véhicule qui existe, mais c'est surtout qu'il y a des périodes sur lesquelles il vaut mieux être en attente plutôt que de se précipiter, même si on fait du DCA, c'est-à-dire l'idée d'acheter progressivement de manière à lisser, à moyenner son prix de revient. Il y a des périodes quand c'est franchement la merde, il vaut mieux mettre en stand-by et attendre un petit peu. Et je pense qu'en ce moment, on est un peu là-dedans. Pas de précipitation pour investir pour le moment. Wait and see. Entrepreneur de luxe, il nous dit l'immobilier est en train d'augmenter. Je me trompe? Point d'interrogation. Non, tu ne te trompes pas. Le marché frémit, ça reprend un petit peu. J'ai bien dit un petit peu. Il faudrait que les banques elles dévissent un petit peu. Il faudrait que la BCE nous abaisse un petit peu ses taux d'intérêt. Si la BCE baisse les taux d'intérêt, il y aura une répercussion assez rapide sur les taux longs et donc sur les prêts, immobiliers pour le consommateur final. C'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les taux d'intérêt sont régis sur les taux d'intérêt court terme par la BCE. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne fixe des taux. Quand tu entends que Christine Lagarde, elle baisse ses taux de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25%,
Ça veut tout simplement dire que c'est les taux courts, taux au jour le jour. Mais après, il y a une réaction en chaîne et une réaction en cascade qui s'opère derrière, et effectivement, ça finit par impacter les taux longs, mais pas toujours. Et en ce moment, oui, on s'oriente plutôt vers de la baisse de taux. D'autant plus qu'on était dans ce qu'on appelait une inversion de courbe de taux jusqu'à il y a un an, 18 mois. C'est que les taux courts étaient supérieurs aux taux longs, ce qui est une aberration. Il est naturel que quand tu prêtes de l'argent à court terme, le taux soit faible, et que quand tu prêtes de l'argent à long terme, tu attends une meilleure rémunération. Et on était à l'inverse. Ben, 200 000, alors ça c'est Testin Gantib, d'Antibes, bon, qui nous dit, messieurs, 200 000 euros sur des livrets en liquidité à ma disposition, que faire pour avoir 1 000 euros de rente? Alors 1 000 euros à l'année, je suppose, ça fait 5%. Voilà, tu places à 5% et tu auras 1 000 balles à l'année. Imposable. Il te restera dans 700 après la flat tax. Donc, il faut peut-être réfléchir au sujet et trouver un placement à 5%. J'ai des petites idées en tête, mais enfin, c'est pas le sujet du soir. Mais tu n'auras pas un taux garanti à ce taux-là. Ou alors peut-être de la SCPI, éventuellement. Une bonne SCPI qui crache du 6, mais après impôt, faut que tu t'organises. Hein. Parce qu'après impôt, il t'en restera beaucoup moins. Projet Love Room et Cinéma Room. Bon, ça peut être pas mal, c'est un concept, hein. Oui. Que se passe-t-il quand le bien est en arrêté de péril? T'es mal, t'es vraiment très mal. Parce qu'il n'y a aucune assurance qui couvre les arrêtés de péril. Donc tu perds ta location, tu dois reloger ton locataire. Tu dois tout faire pour lui retrouver un bien. En général, tu n'y arrives pas. Il faut qu'il se démerde. Et en fait, quand un bien est mis en péril, c'est qu'il a été mal entretenu. Donc c'est un défaut d'entretien. Et ce défaut d'entretien n'est pas couvert par une assurance. Une canalisation qui pète parce qu'elle est vieille ou parce qu'elle a pris un coup de savate, ça, il y a une assurance pour ça. Mais un immeuble qui s'écroule parce qu'il n'a pas été suivi et pas d'entretien, il n'y a aucune. C'est comme quand tu as une voiture, tu as un accident avec ta voiture, l'assurance, elle paye. Ta voiture, elle finit par tomber en lambeaux dans le jardin parce que ça fait 30 ans qu'elle est à la roue, il n'y a aucune assurance qui va te la rembourser. Pareil. Donc, quand tu achètes un bien et que tu es frappé d'un arrêté de péril, tu pleures. Et ton bien est invendable. Tu as tout perdu. Ouais. 57 ans, ma banque me suit pour l'investissement locatif, mais l'assurance est chère. Ah. Si tu as des problèmes de santé ou des ennuis de santé ou des antécédents de santé, effectivement, l'assurance peut être chère. Alors, tu as bien sûr le droit maintenant, et c'est même fortement recommandé d'aller chercher une assurance ailleurs que celle que te propose ta banque. Alors, attention toutefois, parce que quand on fait ça, les banques, je dirais, quand tu négocies ton taux avec la banque, souvent la banque, elle va te négocier le taux d'intérêt de ton prêt pour te faire plaisir, puis elle t'en recolle une couche avec l'assurance. Donc, tu as peut-être un petit peu trop négocié ton taux d'intérêt et puis elle se rattrape sur l'assurance. Donc, une fois que tu as négocié le taux d'intérêt, tu essayes de voir pour prendre l'assurance ailleurs. Mais là, la banque, elle risque de couiner et de te dire « Ah, c'est pas le même taux ». Il y a une espèce de chantage qui peut se mettre en place. Après, si tu as des problèmes de santé ou si tu as des antécédents de santé qui font que ton assurance est chère, c'est un autre sujet. Et si tu es toute seule, évidemment, il n'y a pas de plan B. Par contre, si tu es en couple ou si tu es avec un associé ou avec quelqu'un d'autre, il n'est pas interdit de mettre l'assurance sur une seule des deux têtes. Auquel cas, tu vas prendre l'assurance la moins chère. Évidemment, tu ne seras pas couverte, hein, c'est-à-dire si t'arrive quelque chose, ton binôme, lui, devra continuer à payer puisqu'il n'y aura pas de couverture. Et à contrario, si lui, il arrive quelque chose et que toi, tu es toujours là, évidemment, toi, tu bénéficies de l'assurance. Merci pour les cierges, Nina. Tac, tac, tac. Location nue pour un premier appartement est-elle intéressante? Ce qui dit, si les taux de la BCE baissent, enfin, si la taux de BCE baisse les taux, la France emprunte plus cher, donc ça, ben non, si les taux baissent, la France emprunte moins cher. Et ça change beaucoup. Mais de toute manière, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais on fera un autre live un jour si ça vous intéresse sur comment fonctionnent les taux d'intérêt. C'est un très très vaste sujet, c'est très technique.
La banque 52 ans. Alors la banque à 52 ans me dit qu'ils vont prendre tout mon épargne. Faut pas être dans une banque de voleurs, mais jamais les banques elles prennent ton épargne. Voyons. Ça veut rien dire. La banque va prendre ton épargne. Ça n'existe pas. Alors, vous dites pas de précipitation pour la bourse, mais les taux sont bas, c'est pas le moment d'en acheter, je suppose. Les taux, on parlait pas des taux, là la bourse c'est pas les taux, c'est pas tout à fait la même chose, parce que les taux justement sont en train de remonter ponctuellement. Les taux sont bas, enfin la bourse est basse, oui elle est basse, elle est plus basse qu'elle n'a été. Elle est peut-être pas au creux de la vague encore. Trump va-t-il nous ruiner? Non, Trump se tire une balle dans le pied. Trump est en train de nous faire un coup de poker, à vie personnelle bien entendu. C'est-à-dire que en fait, les Américains ont besoin d'importer aussi, et donc évidemment que les taxes vont les impacter eux-mêmes en premier. Si on prend l'exemple du Ford F-150, qui est le véhicule le plus vendu aux États-Unis, c'est un petit peu l'équivalent de notre Clio, enfin en termes de marché, parce qu'en termes de véhicule, ça n'a rien à voir. Le Ford F-150 qui vaut entre 22 et 25 000 $ aux États-Unis, c'est un qui va prendre à peu près 10% au prix catalogue uniquement parce que les boîtes de vitesse viennent du Mexique, entre autres. Par exemple, il y a plein d'autres sujets comme ça. Et donc, Trump va forcément faire marche arrière. Il a déjà fait avant-hier. Je pense qu'il va refaire. Il a fait un coup de poker et ce qu'il va refaire, à mon sens, je pense, je suis pas dans sa tête, mais ce qu'il va vraisemblablement faire, c'est renégocier pays par pays pour obtenir une espèce d'équilibre. Et il pourra dire, voilà, vous avez vu de quoi je suis capable, donc on met une nouvelle règle du jeu en place, on va déterminer ce qui est équitable. À partir de maintenant, vous vous tenez à cette règle du jeu, sinon je vous en recolle une. Grosso modo, ça va être à peu près ça. C'est mon sentiment. Quand on en sera là, la bourse sera au plus bas. C'est là qu'il faudra investir. « 200 000 pour 1000, oui, bah, c'est toi qui m'as dit 200 000 pour 1000, hein, c'est toi qui voulais un truc à 5%. C'est maigre, oui, 5% c'est maigre, ça dépend pour qui et ça dépend pourquoi. Mais effectivement, avec 200 000, tu peux peut-être avoir plus que 5% de rendement si tu investis dans de l'immobilier, ça dépend où. C'est pareil, en matière d'immobilier, il y a deux types d'immobilier. Il y a immobilier de rendement et immobilier patrimonial. Donc il faut faire attention. Si tu investis dans Paris 16e, tu auras une rentabilité de merde, mais tu auras de la pierre de taille. Si tu investis dans une ville très secondaire, tu n'auras pas de plus-value en perspective. Tu vas peut-être acheter de la cage en lapin, mais ça va cracher du 15%. Vente immobilière, opportunité, puis aux enchères, piège ou opportunité. Opportunité, si tu es initié, piège, si tu débarques avec le bec enfariné. Il y a de la connivence entre les participants dans bien des cas. Il faut surtout penser à prendre une assurance contrat forfaitaire plutôt qu'un indemnitaire, important. Je vois pas trop de quoi tu parles. Peut-être des indemnités journalières, puisque tu es professionnel. Est-il préférable de prendre un crédit ou d'acheter cash si on peut? Non, même si tu as du cash, surtout tu achètes à crédit, effet de levier impératif, important, essentiel. La base. L'argent, il est jamais mieux que sur ton compte en banque, ça c'est sûr. Voilà, fais travailler l'argent des autres, emprunte. Surtout que les taux sont très fréquentables en ce moment. Moi, mes premiers prêts immobiliers, je les ai fait à 11,50 et je suis encore en vie, donc c'est pour les taux à 4 aujourd'hui qui nous font peur. Quel est le moment pour effectuer un crédit immobilier ou plutôt attendre d'ici la fin de l'année? Non, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, alors tu n'étais peut-être pas là, mais il y a des chiffres au tableau derrière qui te montrent que pour, tiens, repousse un petit peu Flo, voilà, que pour 200 000 empruntés à 2%, tu as 1 000 € par mois d'échéance, 1012, à un coût de crédit de 42 000, et qu'à 4%, tu passes à 1 200 € par mois et ça te coûte 90 000. Or, si les taux montent à 4, tu peux négocier ton bien à 175 000 et 175 000 à 4%. Finalement, tu vas payer 1060 au lieu de 1012 initialement, c'est-à-dire ça te coûte 50 balles de plus, mais tu as gagné 25 000 sur l'achat de ton bien immobilier et le crédit te coûtera 11 000 de plus, donc tu es déjà gagnant de plus de 10 000 balles. Voilà, donc maintenant, achète maintenant. Alors, monsieur, comment se protéger de l'euro numérique? Il n'y a aucune protection à avoir contre l'euro numérique. Il n'y a rien à craindre avec l'euro numérique. Vous ne pouvez pas d'un côté dire je veux investir dans les cryptos, dans le bitcoin et tout, puis dire j'ai peur de l'euro numérique. Essayez d'être cohérent, les gens. Là.
C'est vrai. Essayez d'être cohérent. De toute manière, il n'y a plus grand monde qui paye en liquide. Moi, je les vois, les gamins à la boulangerie, même pour acheter 3 bonbons, ils dégainent le téléphone, la carte bleue. Donc, arrêtez de nous faire croire que vous voulez du liquide. Alors, prix d'assurance sur 8 ans. 8 ans, 24 mois. Non, 8 ans, c'est 8 ans. 24 mois, c'est 2 ans environ. Pas compris. Et sur 15 ans, plus du double, c'est incroyable. Va piger ta question, Catherine. Vous investir ETF, S&P 500, MSCI World? Ouais. Les deux, mon lieutenant. Même si dans le MSCI World, tu vas retrouver l'essentiel du S&P 500. Tu peux prendre du MSCI World et puis tu diversifies avec autre chose. Tu vas faire un peu doublon avec le S&P 500. À ce moment-là, on prend peut-être de la tech avec un truc sur le Nasdaq. Ça peut être un peu plus complémentaire, c'est plus pertinent. Pour le Nasdaq, tu attends que les taux d'intérêt soient calmés parce que les valeurs techno sont très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Alors, quel est, selon vous, du potentiel niveau rentabilité? Alors, pour la rentabilité, c'est plutôt les quartiers secondaires, c'est pas les beaux quartiers. Si tu investis dans les beaux quartiers d'une ville, alors il n'y a pas de ville en particulier, toutes les villes sont pertinentes. Et dans chaque ville, il y a un quartier sympa et un quartier pourri, et entre les deux, il y a un juste milieu. La rentabilité, tu la trouveras pas dans les beaux quartiers. Les beaux quartiers sont chers en foncier, tu achètes cher et tu as forcément une rentabilité faible. Typiquement à Paris, les loyers, ça représente 2,5% de renta brut avant impôt. C'est-à-dire après impôt, il te reste du 1%, quoi. C'est pipi de chat, c'est n'importe quoi. Par contre, tu as des perspectives de plus-value, enfin, surtout si vous arrêtez les conneries, parce que l'immobilier à Paris est aussi en train de reculer. C'est qui ce monsieur qui parle? C'est moi, Zégophin, salut. Dans le contexte de nos pays en voie de développer, le crédit est souvent assez lourd. Tu parles plutôt des pays en voie de développement, donc tu dois peut-être penser à l'Afrique ou à l'Asie. Le crédit est souvent assez lourd. Évidemment, on ne prête qu'aux riches, les pauvres ont trop de mal à rembourser. Et ça explique ça, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc souvent, effectivement, dans les pays difficiles où les revenus sont potentiellement faibles, les crédits sont assez difficiles à obtenir et réserver à une certaine élite. Ça, c'est un fait. Alors, attendez, j'ai 12 messages de retard. Un premier achat à 98 cas, résidence principale ou le passage en locatif, SCI ou perso? Alors, résidence principale en perso et locatif en SCI. Après, tu fais ton choix, bonhomme. Je peux pas trop te dire là, mais il n'est pas impossible de faire les deux en même temps. Alors il y a aussi certains qui ont des craintes, dont Florian d'ailleurs, qui dit il vaut mieux acheter du locatif d'abord, parce qu'avec ta résidence principale, tu te fous une bastos dans le pied parce que tu bouffes ta capacité d'endettement. C'est pas vraiment vrai. On peut faire les deux. Pour le mettre dans le primo, je sais pas de quoi tu parles, donc tu reposeras la question si je l'ai zappé. Les taux IMO tournent autour de combien en ce moment en moyenne? Il y en a qui reviennent à 3 si tu as un bon dossier. 4, 3, on était à 4, 4,5, on redescend plutôt à 3, 3,50, ça dépend de la qualité de ton dossier. C'est pareil, quand on négocie un prêt avec une banque, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est d'essayer de connaître, alors ça c'est en essayant de copiner ou en questionnant un petit peu les gens à la banque, parce qu'ils vont pas te le dire forcément spontanément, mais au bout d'un moment, quand on sait y faire, on arrive à savoir quel est le pouvoir de délégation du directeur d'agence, voire de ton chargé de compte. Parce que des fois, ton chargé de compte, lui, il a un pouvoir de délégation, c'est-à-dire il a la possibilité de t'octroyer un prêt sans demander rien à sa hiérarchie. Il a un pouvoir. Et le directeur de l'agence a aussi un autre pouvoir, qui est généralement supérieur. Par exemple, 500 000, c'est-à-dire ton chargé de compte va peut-être avoir une délégation à 150 000. Au-dessus de 150 000, il doit demander à son patron qui va étudier ton dossier, qui va le valider ou pas. Et puis, à partir de 300 400 000, 500 000, c'est le directeur de l'agence qui, je dirais, a le pouvoir jusque-là. Et au-dessus de ça, il est obligé d'en référer à sa caisse régionale ou à sa direction régionale. Et là, tu n'es plus en face pour pouvoir discuter et argumenter pour vendre ton dossier. Donc, il est intéressant de savoir qui a quel pouvoir dans quelle banque. Quand tu es un jeune directeur dans une agence, souvent, il est jeune directeur,
Et il n'a pas une délégation suffisante. Il est peut-être limité à 200 000 balles. Et si tu fais un projet de 250 000, il part en région. Alors que dans la banque d'à côté, ton projet de 250 000, il va être traité localement et tu auras une réponse parce que tu pourras négocier entre quatre yeux avec ton banquier direct. Et ça, c'est important de savoir. Essayez de creuser ce sujet. C'est un truc qui est très intéressant. Quand tu connais la capacité de décision de ton directeur de banque, c'est une donnée à exploiter. Ah oui, donc ta banque, sur 8 ans, prélève 24 € par mois pour l'assurance emprunteur et sur 15 ans, c'est le double. Ouais, un petit peu normal, parce que sur 15 ans, il y a plus de chances que tu casses ta pipe que dans les 8 ans qui viennent, tout bêtement. Ouais. La liberté, c'est d'avoir le choix. Alors, je dis, vive le liquide. Oui, enfin, et oublie pas de le faire rémunérer, le liquide, sinon il va se dévaluer, fiston. C'est bien le liquide, c'est vrai. Alors après, ça dépend si tu entends le liquide, les bifetons sous ton matelas, parce que ça, c'est une connerie. Si ta maison est inifugée, ça peut être sympa, mais c'est pas le cas de toutes. Donc, il faut pas que ça parte dans un incendie. Il faut pas qu'il y ait de voleurs. Il y a peut-être pas de voleurs dans ton quartier, c'est intéressant aussi à savoir. Mais en attendant, si tu parles de liquidité sur un compte, dans tous les cas, les liquidités, ça ne rapporte rien. Donc, tu es peut-être libre, mais tu es surtout libre de t'appauvrir. Merci pour ce live très instructif. Eh bien, de rien, c'est avec plaisir. Bonjour, faites-vous des rendez-vous conseils en investissement? Oui, je peux. C'est quoi la SCI et la holding? Alors la holding, c'est une société civile en général, dont la seule vocation est d'être actionnaire d'autres sociétés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs sociétés en dessous, une holding au-dessus, et de faire remonter la trésorerie dans la holding. Pour faire court, ça fait faire des économies d'impôts quand tu veux réinvestir. Pas quand tu veux récupérer les sous. Quand tu veux récupérer les sous, il faut toujours payer de l'impôt. Mais par contre, quand tu veux réinvestir, au lieu de gagner de l'argent, de payer l'impôt et de ne réinvestir que ce qui te reste, eh bien, avec les systèmes des holdings, une société peut investir directement en filant l'argent à une autre société du groupe, on appelle ça un groupe, et ça permet d'optimiser la fiscalité dans le cadre d'investissement essentiellement. Ça, c'est pas mal quand on a une société d'exploitation qui génère beaucoup de cash. Si ensuite on veut faire circuler l'argent pour créer une SCI et investir dans l'immobilier plutôt que de récupérer l'argent en nom propre. Une holding animatrice, ouais, non, il y a plein de ce système sympa. Conseil d'acheter une voiture cash ou à crédit, sachant que je veux une maison dans 2 ans. Achète une bagnole d'occasion cash. Achète pas de neuf. Surtout pas de neuf. J'ai jamais acheté de voiture neuve de ma vie, j'ai toujours roulé dans des voitures sympas. Et pour le prix d'une bagnole normale. Alors, comment on évalue le coût des travaux lorsqu'on achète un bien? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer dans son environnement de se constituer un réseau d'entrepreneurs et de finir par, je dirais, bien les connaître, pour ne pas dire sympathiser avec, voire même aller un peu plus loin, copiner avec. Et donc, quand tu es sur le bien d'acheter un bien, tu fais venir un entrepreneur, plutôt un entrepreneur généraliste, un maçon ou un plaquiste, un couvreur, enfin voilà, qui va pouvoir faire une visite avec toi et donner son avis. Et souvent, les gens sont particulièrement pertinents, enfin ils sont des coups d'œil que toi tu n'auras pas, et ils sont tout à fait en mesure, enfin moi à chaque fois que je l'ai fait, ça a toujours marché, à te donner à la sortie de la visite, en 2 minutes, de te donner un ordre de grandeur du montant des travaux à 2-3 000 balles près. Enfin, je vais transformer autrement, à 5% près. Ça te donne un ordre de grandeur. Après, tu y vas. Après, moi, je ne demande pas de devis, mais pour aller en banque, si tu veux faire financer, il faudra un devis. Ouais. 2,99, 110 000 sur 25 ans, je fonce. Oui, c'est bien. Nickel. C'est très bien. 2,99, c'est bien. Si les taux baissent, tu pourras renégocier. Sur quoi se baser pour négocier le taux? Marchandage de tapis, négociation de taux. Bonjour monsieur le banquier, vous me faites quel prix? 3,50. Ah bah non, j'aurais bien pris à 3,20 moi. Bon, 3,30 alors. Non, 3,20 je vous dis. Bon, allez, 3,25. Allez, signez là, on n'en parle plus. Il y a aussi une astuce que j'ai déjà employée, c'est de réussir à négocier un meilleur... Alors, quand tu es fidèle à ta banque a toujours, je dirais, va compter sur ta fidélité et sur le fait que tu es ficelé à elle, et c'est pas ta banque qui t'offrira le meilleur taux.
Comme tu es un client captif, elle n'a pas d'effort à faire pour t'avoir comme client. Tu es déjà client, tu es piégé. C'est tellement chiant de changer de banque qu'en fait, elle va pas faire autant d'efforts qu'elle voudrait. Par contre, si tu changes de banque, tu es tout à fait en mesure de trouver des propositions de crédit à des taux meilleurs qu'à ta banque. Donc, phase 1, tu vas à ta banque, tu négocies un premier taux. La banque, elle va te dire, par exemple, 3,20 si on prend les taux en ce moment. Tu vas à la concurrence, voilà, j'ai toutes mes affaires dans la banque là-bas. Tu joues carte sur table et tu annonces la couleur. Tu dis, j'ai toutes mes affaires là-bas, je suis prêt à tout transférer chez vous parce que j'ai besoin d'un prêt comme ci, comme ça. Quel taux vous me faites? Si la banque numéro 2 que tu ne connais pas te dit, au lieu de 3,20, je vous le fais à 3, tu demandes qu'elle te fasse une proposition écrite. Et j'ai bien dit écrite. Parce que les paroles, ça marche pas, le bluff. Ça marche pas du tout avec les banquiers, le bluff. Ils sont pas du tout des joueurs de poker. Et une fois que tu as ta proposition écrite, tu retournes à ta banque et tu dis, voilà, je vais vous quitter parce que j'ai du 3% là-bas. Et le 3% que tu n'as pas du tout réussi à négocier avec ta banque, d'un seul coup, je t'ai proposé. Ça marche à 9 sur 10. 9 cas sur 10. « 200 en compte à terme, en attendant de trouver une bonne affaire. » Bah oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors par contre, 200 000 en compte à terme, je te conseille plutôt de fractionner en plusieurs comptes à terme qu'en un seul, parce que si tu as un besoin, si tu as quelque chose et que tu as besoin de sauter du train en marche, tu auras des pénalités, et il vaut mieux avoir des pénalités sur une petite portion que sur l'ensemble. L'apport financier est-il obligatoire et quel pourcentage? Non, alors il n'est pas obligatoire juridiquement, mais en fait, il n'y a aucune banque qui va te prêter si tu n'as pas un minimum d'apport, même si on arrive quelquefois à obtenir des financements à 100%, ça devient franchement de plus en plus dur. Déjà parce que le HCS, je ne sais plus comment, je ne me rappelle jamais des initiales, le Haut Conseil de la stabilité bancaire, l'impose, c'est une règle qu'elle impose aux banques, donc il faut au moins avoir un apport qui correspond à peu près aux frais de notaire. Moi j'ai la chance, de par mon passé, de pouvoir faire des investissements à 110%, c'est-à-dire d'acheter un immeuble 100 et d'emprunter 110 pour emprunter les frais de notaire en même temps, parce qu'on était dans une période où l'immobilier prenait de la valeur, donc la banque elle s'en foutait, elle se disait que de toute manière si je payais pas elle pouvait me saisir le bien, elle arriverait toujours à le vendre, le truc que j'ai acheté 100 qu'elle a financé à 110, elle pourrait très bien le vendre même en adjudication à 120, ça posait pas de problème. Aujourd'hui le paysage est très très différent, il n'est pas du tout évident qu'on va faire de la plus-value dans les 10 ans à venir ou dans les 5 ans à venir, et quand on fait un crédit c'est dans les 5 ans ou 6 ans qu'on se casse la gueule, c'est pas avant, donc si la banque elle a une saisie à faire c'est dans les 5 ans, et la banque elle voudra pas te financer un truc à 110 qu'elle aura du mal à revendre, on parlait d'enchères tout à l'heure, qu'elle aura du mal à vendre aux enchères à plus de 90. Donc c'est pour ça qu'on te demande un apport. C'est uniquement parce qu'en cas de saisie, la banque elle veut pas te prêter plus que ce que ça vaut. C'est ça. J'ai 26 000, je sais pas quoi en faire. Bah tu nous les donnes, on va s'en occuper. Papa Pingouin, 26 000, mets déjà l'équivalent de 2 ou 3 mois de loyer, de salaire de côté, et puis avec le reste, soit tu fais de l'immobilier dans un objectif de très très long terme, et soit tu fais des produits financiers, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un peu plus fluide. J'ai trouvé une banque qui me propose 3% de taux, vous en pensez quoi? Est-ce que tu veux que j'en pense? 3% c'est bien. C'est les taux actuels, c'est un taux. Le mieux, c'est d'aller voir un courtier. Oui, si tu ne sais pas négocier, le courtier le fera pour toi. Mais il te coûtera un petit peu de sous. Donc, il faut que ce que ton courtier te fait gagner ne soit pas bouffé par ses honoraires. Je précise juste, il me reste à peu près 20% de batterie, donc si jamais... Là, tu n'es pas branché sur le secteur, moi je suis sur le secteur. Non, en fait... Non, mais En fait, j'ai le... je vais y aller, on va arrêter là. Ouais. Voilà. Parce que j'ai le micro branché directement, tu sais. Pour un petit projet type studio, oui, tout à fait, il ne finance plus les frais de notaire. Alors, il y a une petite astuce qui est ce qu'on appelle le clé en main. On va peut-être pas rentrer dans les explications trop lourdes maintenant, mais le clé en main consiste en fait à mettre les frais d'acquisition à la charge du vendeur. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'acte, on va mettre, toi, tu vas acheter un bien qui vaut 100 000, tu vas l'acheter 110, et au lieu de l'acheter 100 plus 10 000 frais de notaire, tu vas l'acheter le bien 110.
et ton vendeur va encaisser 110 et c'est lui qui payera les frais de notaire. Alors c'est un jeu d'écriture, alors les banques sont plus très dupes sur le sujet, mais dans l'acte, tu achètes bel et bien ton bien 110 et la banque est en mesure de te financer les 110. Et donc effectivement, tu finances tes frais de notaire comme ça. Mais les banques sont un peu moins dupes aujourd'hui et c'est pas forcément très facile à faire passer. Mais c'est une des techniques. Ça s'appelle le clé en main. Investissement dans le neuf ou dans l'ancien, lequel est le plus rentable? Ça dépend. Alors, l'ancien, en général, c'est stable et c'est fiable et c'est bien moins cher au prix au mètre carré. Le neuf, en général, coûte grosso modo 20% de plus que l'ancien à des biens comparables. Un F2, tant de mètres carrés, telle exposition dans tel quartier. Le neuf va être 20% plus cher, mais tu as une garantie décennale dessus. Quand on parle de neuf, entendons-nous bien, on entend que tu achètes un bien immobilier qui n'a jamais eu de propriétaire avant toi. Sinon, c'est de l'ancien. Quand tu achètes de l'ancien, tu as donc une décote de l'ordre de 20%. Donc, c'est déjà un petit peu plus intéressant d'acheter de l'ancien. Mais tu n'as plus de garantie décennale. Mais d'un autre côté, ton ancien, surtout s'il a quelques années, il y a tout lieu de penser que les conneries sont déjà passées. Il est stabilisé. Donc, sauf si tu achètes une antique ruine qui s'écroule, comme on évoquait à Toulouse tout à l'heure, normalement, ton ancien est fiable. Et si tu fais une visite avec un entrepreneur qui va bien regarder comment ça se passe, si la charpente, elle tient la route, et puis si les fondations sont bonnes, et si la poutre qui tient la cave, elle est aussi en bon état, il n'y a pas de souci. Après, t'es pas à l'abri dans de l'ancien de tomber sur des trucs qui vont s'écrouler un jour ou l'autre. J'ai échappé à une catastrophe de ce genre-là. Moi, j'avais jeté mon dévolu sur une baraque ici en centre-ville. Ça s'est pas fait. C'était une baraque que j'achetais qui était un petit peu à la casse parce que elle était mal isolée. Les locataires ne payaient plus les loyers. Il y avait 4 locataires, 4 logements, et les locataires ne payaient plus. Donc le mec était acculé s'il avait que ça. Et donc 4 locataires qui payent pas, le mec il était mort. Donc il a bradé sa baraque et je me la suis fait. Enfin voilà, on a été en négociation et il y a un mec qui l'a acheté plus cher que moi je ne mettais, donc je n'ai pas surenchéri. C'était une époque, pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, où c'était les vendeurs qui donnaient le marché. Et en fait, je l'ai regretté. Je l'ai regretté jusqu'à ce que 7 ou 8 ans plus tard, elle était en arrêté de péril avec des étais partout et des machins, parce qu'il y a tout un pignon qui était en train de se casser la gueule. Elle était en bord de rivière et elle était rongée par le dessous et ça on pouvait pas le savoir, on pouvait pas le voir. Donc voilà. L'ancien peut réserver quelquefois des petites surprises. Mais c'est assez rare si tu achètes dans de l'ancien raisonnable. Tu achètes un bâtiment ancien des années 60, 80, il n'y a pas de souci. Là, je parle d'une baraque qui datait du 18e. Alors, 3 ETF, S&P 500, Stock 600, MSCI World, t'en penses quoi? J'en pense qu'il y a de la redondance. Tu prends les MSCI World, ça suffit. Pas la peine de renchérir. Et si tu veux diversifier un petit peu, tu prends plutôt un ETF sur du Nasdaq ou sur autre chose. J'ai 26 000, je sais pas quoi faire pour investir. Bon, on a déjà vu, c'est pas... Il n'y a pas de réponse toute faite à ce genre de questions. Réponse bas de gamme, le ZEG pour les 26 000. Puisque tu entends par réponse bas de gamme, qu'est-ce que tu veux qu'on dise avec 26 000? Ça dépend de ton projet. C'est comme si c'était, il y avait une solution toute faite. Et non, il n'y a pas de solution toute faite. Est-il intéressant pour l'acquéreur de mettre les frais d'agence à la charge du vendeur? Oui, c'est inclus dans ce que j'évoquais tout à l'heure, les charges, les achats clés en main. Alors ne perdez pas de vue, c'est pareil, quand on achète un bien immobilier 100 000, il y a en moyenne 4 à 5 000 de frais d'agence, et puis 7-8 000 de frais de notaire, tu es à 13% de frais quand même, donc ça pique un peu. Ce qu'on retrouve dans les SCPI d'ailleurs, parce que souvent les gens disent « Ah, SCPI, il y a 10% de frais. » Ouais, bon, c'est pas pire que de l'immobilier normal, c'est de l'immobilier. Et en fait, les frais, c'est quand même quelque chose que tu payes, même si c'est en achat clé en main, acte en main, tu le payes, mais si jamais tu es obligé de revendre, ne pas perdre de vue que le vrai prix c'est 100 000 et pas 113 que tu as payé. Yes. Alors, toi, tu as signé chez un constructeur mercredi, tu signes pour le terrain, magnifique, c'est très bien.
Si c'est pour ta résidence principale, c'est bien. Sur du locatif, je serais un petit peu moins enthousiaste, mais ouais, non, c'est bien. Par contre, intègre bien certaines choses. Je n'ai jamais vu de ma vie un chantier finir à l'heure, donc voilà, des petites notions comme ça qu'il faut avoir. Et j'ai jamais vu un chantier qui est pas un emmerde. Donc il faut suivre tous les jours. Tu vas sur ton chantier tous les jours. Et puis je sais pas si tu étais là quand je le disais tout à l'heure, mais copine avec les entrepreneurs, essaye de sympathiser avec, y compris avec les ouvriers. C'est les ouvriers qu'il faut faire parler. Là, tu leur apportes un pack de bière ou maintenant ils marchent à la flotte parce qu'ils n'ont plus le droit à l'alcool, mais et à la pause déjeuner, tu vas casser la croûte avec eux, etc. Tu discutes, tu les fais parler pour savoir où sont les autres chantiers. Parce que quand ils abandonnent ton chantier pendant 15 jours, 3 semaines, bah, tu peux les rechercher à coups de pompe dans le cul, quoi. Voilà, ça aide. Yes. Tu peux investir avec les tendances actuelles, oui, bien sûr, mais il faut faire un petit peu plus attention quand la tendance est tendue. Mais quand c'est tendu, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui sont un peu pris à la gorge, donc il faut savoir être un petit peu vautour par moment. Donc voilà, mais 21h, on va peut-être pas trop tarder. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, il y aura la rediff du live. Et Oui. comme dit, ceux qui sont intéressés, qui n'ont jamais investi, qui savent pas trop par où commencer, j'ai le guide qui est dans ma bio TikTok, eductefinance.fr/guide. Et la rediff sera dispo dès demain sur la chaîne YouTube pour ceux qui sont venus en cours de route ou qui ont loupé un peu, ou pour certains qui voulaient revoir certains points du live. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dès maintenant à la chaîne YouTube et voilà. Bah, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir et de faire de nouveaux lives ensemble, hein, que ce Oui, soit avec même sur la finance ou d'autres placements. oui, ou sur la fiscalité ou sur d'autres choses, oui, pourquoi pas. Bien sûr. Yes, avec plaisir, ouais. En tout cas, c'était cool. Merci d'avoir été aussi nombreux. On était à environ 150 personnes à un moment donné, donc c'est Bien, cool. cool. Super. Chloé qui nous dit qu'elle a loupé, ben, apparemment tu pourras revoir la rediff. Ouais, il y aura la rediff dès demain. Je m'en occupe ce soir pour qu'il soit disponible demain. Eh bien, merci de votre écoute, merci pour les questions. J'espère avoir répondu à peu près à tout le monde. Et puis, si j'ai pas pu répondre à tout le monde, désolé. Les messages passent un peu vite parfois et quelquefois, c'est vrai que c'est pas facile d'écrire sur les messages, mais on n'arrive pas forcément à décoder ce que vous cherchez à nous dire. Donc, il se peut que, effectivement, j'ai répondu à côté de certaines questions. Ne Tant m'envoyez qu'on pas. est à 30-40 personnes, c'est gérable, mais dès qu'on passe la barre des 100, les questions, ça va vite. Très bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci Eric pour ton intervention encore, hein. Salut Florian, à À bientôt, ciao. bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut.